Monsieur Madame Vernet ce soir pour cette conférence. Rappeler simplement la démarche de Fontainebleau, la démarche dans laquelle nous nous sommes lancés il y a quelques semaines maintenant, alors qui est, mais finalement sur ce premier déroulé, une démarche plutôt virtuelle. Alors contexte faisant, et puis par effectivement ce qui a été mis en place avec toute l'équipe, ben voilà Michel, l'équipe de Michel Bibot qu'on voit également apparaître. Donc voilà, c'est la première phase de cette belle démarche et de cette politique qu'on lance sur notre ville. Rappelez bien sûr que si on vous propose des ateliers, des conférences, c'est avant tout parce qu'on n'a pas, nous, ville et acteurs de la mairie de Fontainebleau, la connaissance bien sûr que vous pouvez avoir. Donc pour l'instant, on écoute attentivement. Mais en revanche, on a une vraie volonté par la suite de mettre du concret en place, alors en espérant que cette crise évoluera dans le bon sens et nous permettra effectivement de le faire dans un délai pas trop contraint. Mais pour le moment, on s'enrichit en fait de tout votre savoir et de toute votre expérience. Et on a vraiment pour volonté de le faire par la suite. Alors ça, on l'a démarré et c'est pour ça que on est plusieurs connectés ce soir, volonté de le faire partager aux habitants de Fontainebleau, mais on a cette volonté également de faire de chacun des acteurs de cette transition écologique et de cette politique qu'on adoptera sur la ville. Voilà, donc c'est simplement pour rappeler le contexte. Bien sûr, on va vous écouter maintenant attentivement pour cette nouvelle soirée, donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Vous voulez que je prenne la suite, Michel? François, c'est OK. Moi, super. Donc moi, je m'appelle Françoise Vernet, je travaille pour les éditions Actes Sud et je vous remercie de nous avoir invités et de nous accueillir ce soir avec Laurent. J'ai très envie de vous parler de cette collection Monde Sauvage qu'on a lancée il y a 3 ans, puisque c'est une collection phare chez Actes Sud et j'ai très envie de vous lire le propos de la collection parce qu'il est très beau et je trouve que c'est une belle note pour commencer. Donc je vais le lire parce que je ne peux pas le connaître par cœur. En fait, c'est une collection pour repenser notre relation à la nature qui est dirigée par Stéphane Durand, co-auteur et conseiller scientifique des aventures cinématographiques de Jacques Perrin, qui est, comme chacun sait, une référence en la matière. La nation iroquoise avait l'habitude de demander, avant chaque palabre, qui, dans l'assemblée, allait parler au nom du loup. En se réappropriant cette ancienne tradition, la collection Monde Sauvage souhaite offrir un lieu d'expression privilégié à tous ceux qui, aujourd'hui, mettent en place des stratégies originales pour être à l'écoute des êtres vivants. La biologie et l'éthologie du XXIe siècle atteignent désormais un degré de précision suffisant pour distinguer les individus et les envisager avec leur personnalité et leurs histoires de vie singulières. C'est une approche biographique du vivant. En allant à la rencontre des animaux sur leur territoire, ces auteurs partent en mission diplomatique au cœur du monde sauvage. Ils deviennent, au fil de leurs expériences et de leurs aventures, les meilleurs interprètes de tous ces peuples qui n'ont pas la parole, mais avec lesquels nous faisons monde commun. Parce que nous partageons avec eux les mêmes territoires et la même histoire, parce que notre survie en tant qu'espèce dépend de la leur, la question de la cohabitation et du vivre ensemble devient centrale. Il nous faut créer les conditions d'un dialogue à nouveau frais avec tous les êtres vivants, les conditions d'une nouvelle alliance. Voilà ce que je voulais vous partager, qui est pour moi une très belle parole. Donc ce soir, vous avez la chance d'accueillir Laurent Tillon. Laurent est responsable biodiversité de l'Office national des forêts, bien connu sous le nom d'ONF, en charge des inventaires faunistiques, notamment des mammifères, en particulier les chauves-souris, dont il est un grand spécialiste, et des batraciens. Il siège au Conseil national de protection de la nature. Il vit au cœur de la forêt de Rambouillet. En 2018, il publie « Et si on écoutait la nature » chez Payot, une des maisons de la grande maison Actes Sud, qui connaît un joli succès auprès du public. Laurent Tillon est un conférencier passionné et passionnant qui sait partager son enthousiasme. Et en début d'année, nous avons la chance d'avoir pu éditer son dernier livre qui s'appelle « Être un chêne » sous l'écorce de Quercus. Voilà. Laurent,
Merci de Eh ce ben, partage à venir. Merci pour cette introduction. Merci pour l'invitation, d'autant plus que je connais un petit peu la forêt de Fontainebleau et que j'y ai maintenant plein d'attaches amicales, amicales avec des personnes humaines, mais aussi avec des personnes non humaines, dont on pourra parler justement, notamment des arbres, notamment certains animaux que j'ai eu la grande chance d'étudier. C'est vraiment une forêt magnifique et donc, comme je le disais tout à l'heure à Florent Bénard, vous avez la grande primeur de m'accueillir pour la toute première conférence issue du livre. Donc, en fait, en même temps, voilà, j'essuie un peu les plâtres avec vous. Donc, j'espère que tout ira bien et que tout se passera bien. Et en fait, l'histoire de ce livre, avant de démarrer la conférence, pour vous la raconter, elle vient du fait que Stéphane Durand m'avait commandé un livre plus sur les chauves-souris. Et que finalement, celui qui est venu, c'est celui que je vais vous raconter ce soir et qui traite d'un arbre avec lequel j'ai tissé une relation un peu particulière que je vais partager avec vous et que j'ai partagé dans le cadre de ce livre. Voilà, donc je vous emmène avec moi. J'espère que là, alors non, je ne l'ai peut-être pas partagé, mon écran. Il faut que je partage mon écran. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous le voyez? Parce que là, moi, je ne vois plus la fenêtre. On le voit bien. Laurent. Parfait. Nickel. Et donc, effectivement, il s'agit d'un chêne que vous avez en photo, juste là, devant vous, et qui a donné naissance à ce livre, Être un chêne. Alors, pourquoi être un chêne? Parce qu'en fait, je vais tenter, par voie un peu diplomatique, de vous raconter la manière dont un chêne pourrait être considéré, la manière dont peut vivre un chêne, ce qu'est être un chêne au quotidien. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à appréhender. Les différences sont telles entre le végétal et l'animal, et en particulier donc, entre un arbre et puis l'homme, que ça peut être parfois un peu difficile de concevoir qu'on puisse essayer de se glisser sous l'écorce du chêne pour comprendre un petit peu qui il peut être. Alors ce chêne, je l'ai appelé Quercus, d'où le sous-titre du livre, Être un chêne sous l'écorce de Quercus. Alors pourquoi Quercus? Parce que le mot Quercus est le nom de genre de tous les chênes dans le monde et que j'ai pris le loisir de personnifier à travers les noms de genre différents personnages dans mon livre. Alors, avant de démarrer, je vais vous faire une petite visite de la zone. Vous avez Quercus qui est là sur la gauche, que l'on va quitter, et qui est donc dans une ambiance un peu particulière. En fait, quand j'ai rencontré cette zone, pour vraiment tout vous dire, alors on entend quelques oiseaux, un pic ici. Quand j'ai rencontré Quercus, en fait, c'était à une période assez particulière de ma vie, en pleine adolescence, à une période, je pense, pendant laquelle toutes les personnes, quelles qu'elles soient, s'interrogent sur leur avenir, sur qui elles sont, sur ce qu'elles ont envie d'être, ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles vont devenir, quelle est leur place dans la société. Et moi, j'étais à vélo, accompagné de quelques amis. J'étais un peu à la traîne parce que c'était une balade de 80 km. On avait déjà passé pas mal de temps en forêt. Et après une zone sableuse et pédaler dans le sable, ceux qui font du vélo savent à quel point ça peut être difficile. Voilà que j'arrive dans ce sanctuaire, dans ce secteur. Et là, ma chaîne saute. Alors, c'est le cas de le dire, c'est la chaîne de vélo, c'est pas le chêne, mais c'est la chaîne saute pile devant ce chêne. Et devant ce petit espace que j'ai retrouvé un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors que je me posais toutes ces questions, j'ai levé la tête et je me suis rendu compte que là, finalement, il y avait une sorte d'apaisement qui m'entourait, je me sentais bien. Et il y a eu comme un appel qui m'a amené à revenir plusieurs fois et à m'installer progressivement dans la zone. Alors, pour ne rien vous cacher, je ne me suis pas tout de suite installé au pied de ce chêne-là. Je suis revenu dans ce secteur et puis je me suis installé d'abord contre un hêtre. Puis
puis après contre un autre chêne. Et c'était simplement le moyen pour moi de me retrouver tout seul face à moi-même et puis de réfléchir effectivement sur la vie et puis de méditer. Et puis finalement, il y avait ce chêne dont l'empattement, c'est-à-dire la zone d'insertion des racines avec le tronc et qui entre dans le sol, et vous voyez là sur l'empattement de Quercus, pile sur la droite, vous avez un empattement un peu écarté qui propose comme un fauteuil à son pied. Et là, j'ai commencé à m'installer là. En plus, il y a un chemin à proximité et ça me permettait d'être un petit peu caché des passants qui utilisaient ce chemin. Et j'en ai vraiment profité pour m'installer là. Et progressivement, à force de temps passé ici, j'ai vraiment eu le sentiment de m'enraciner et de m'ancrer dans ma vie au quotidien. Et puis, en plus de ça, à force d'y venir, d'y rester parfois une demi-heure, 1 heure, 2 heures, petit à petit, j'ai commencé à être particulièrement attentif à l'environnement qui m'entourait et à être vraiment, à bénéficier de tout un tas d'observations naturalistes assez magnifiques qui m'ont permis de progressivement me rendre compte de l'attachement que j'avais avec la forêt. Et très probablement, en tout cas, la décision que j'ai prise de travailler au profit de la forêt et au profit de sa biodiversité en particulier est née au pied de ce chêne, de ce chêne de la forêt de Rambouillet. Alors, une petite photo, c'est vrai que quand on parle de forêt, on imagine effectivement toutes ces couleurs, toutes ces odeurs, toutes ces sensations qu'on peut ressentir et qui parfois nous font d'ailleurs dégager des émotions assez incroyables. Là, vous avez par exemple un parterre de jacinthe des bois au pied d'un peuplement de hêtres. On ne peut pas rester insensible à ce type de paysage et inévitablement, ça nous fait dégager des émotions particulières, une sorte d'émerveillement qui nous invite vraiment à passer du temps dans ce type d'espace de forêt. Et pourquoi pas, pour les adeptes de la méditation, à s'y poser, à s'y concentrer, et puis à passer du temps, un peu à la fois pour une forme d'introspection, mais aussi pour réfléchir sur la manière dont on peut notamment s'installer dans sa vie, dans la place qu'on peut avoir dans la société et la manière dont on pourrait quelque part aider la société à peut-être prendre une place qui soit pérenne dans le temps et qui nous permette, pourquoi pas, d'aller dans le bon sens de la prise en compte de la nature et de la forêt qui nous est si chère. Et donc, je me suis posé la question, en arrivant au pied de ce chêne, à un moment donné, d'imaginer comment on en était arrivé là, d'où était issu ce chêne. Et ce chêne, très probablement, bien sûr, est issu d'un fruit, du gland, qui à un moment, alors qu'il était accroché sur un arbre que j'ai appelé l'arbre parent, donc cet arbre avait produit des glands en masse à un moment donné. Alors, pourquoi à ce moment-là en particulier, il y a 240 ans? En fait, il faut savoir que les chênes, d'ailleurs comme tous les arbres qu'on a en forêt, opèrent une sorte de comportement particulier qu'on appelle le masting. Le masting consiste en la production, à un moment donné, la même année, d'une quantité phénoménale de fruits pour éviter que ces fruits ne soient mangés, notamment par des rongeurs ou d'autres prédateurs, des parasites qui vont venir pondre dans le gland en profitant de la ressource. Et si la production de fruits est la même année après année, on maintient à un niveau élevé les populations de ces parasites, de ces prédateurs, de ces rongeurs qui peuvent être amenés à les consommer. Alors, les chênes répondent à un stimulus climatique qui entraîne cette production de glands. Pendant 1 an, pendant 2 ans, il ne va rien se passer. Il ne va pas produire de fruits. Et à un moment donné, et ce qui va être très important, c'est ce qui va se passer au mois d'avril. Donc là, d'ailleurs, vous notez que cette année, on a un mois d'avril qui succède à une dernière semaine de mars qui était particulièrement chaude. Et en fait, les températures moyennes du mois d'avril doivent être supérieures à 11 degrés pour que s'enclenche la production de fleurs qui vont entraîner la production ensuite des glands. Il faut qu'il fasse d'abord 11 degrés de moyenne sur le mois d'avril, mais en plus de ça, il faut que les températures en question soient supérieures pendant ce mois d'avril-là
au mois d'avril précédent. Donc si par exemple un mois d'avril il fait 12 ou 13 degrés et que ce mois d'avril-là il ne fait que 11,5 degrés, et bien là pour le coup le chêne ne produira pas de fleurs. C'est ce qui permet d'éviter aussi l'épuisement du chêne, hein, tout simplement. Et donc notre chêne a produit énormément de glands. Les glands sont tombés au sol et vous pouvez voir notamment l'automne dernier, on a pu constater une quantité de glands assez incroyable dans nos forêts, j'imagine à Fontainebleau aussi, qui donne bien sûr envie à tout un tas d'espèces de s'en occuper. Au moment où notre chêne est tombé au sol, il a pris naissance à une période de l'histoire de nos forêts pendant laquelle seuls 15% de la surface française était forestière. Pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, on est à 31% de la surface française qui est forestière. La limite basse s'est trouvée en 1857 où nous n'avions que 13% de la surface française qui était forestière. Voilà, pour vous donner une petite idée. Les forêts de l'époque, finalement, ressemblaient beaucoup plus à de la lande boisée qu'à de la forêt telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et les paysages forestiers qu'on connaît aujourd'hui sont vraiment des paysages qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait il y a 240 ans. Et donc, c'était une période aussi pendant laquelle on emmenait les animaux. Les cochons, par exemple, pâturaient dans le sous-bois forestier. Et pour que notre gland évite la dent des différents animaux qui pouvaient tenter de le dévorer, parce qu'il est riche en amidon et qu'il est donc très très riche pour tout un tas d'animaux herbivores notamment, probablement qu'un rongeur, comme le petit mulot que vous avez là, l'a attrapé et l'a mis à l'abri dans un espace qui permettait la survie du gland, mais parce qu'il espérait se constituer des réserves pour l'hiver qui allait arriver. Et on peut voir d'ailleurs dans nos paysages les années de très belles glandées, toutes ces petites tiges qui sortent des feuilles et qui sont, j'allais dire le stigmate, mais en tout cas qui sont plutôt l'essence même de la vie à venir du sous-bois forestier qui se trouve juste autour de nous. À l'époque, il y avait les feuilles qui étaient au sol de l'arbre parent, à travers lequel peut-être quelques glands ont essayé de germer de manière à donner une petite tige. Mais la plupart se sont fait soit manger par un cochon, soit manger par un rongeur, ou pourquoi pas des insectes qui ont fait des trous pour pondre à l'intérieur de manière à ce que leurs larves se nourrissent de l'amidon. Bref, la vie des jeunes chênes à l'époque était particulièrement difficile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait vraiment très très peu finalement d'espace forestier. Et puis notre chêne a pris racine. Notre chêne, effectivement, à l'endroit où il était, a réussi à prendre racine. Là, vous avez le gland qui s'est ouvert pendant l'hiver et au moment du réchauffement, une petite racine, une radicelle, s'est enfoncée dans le sol de manière à aller chercher les premiers oligo-éléments dont il avait besoin pour ensuite produire la tige qui allait lui permettre de faire les premières feuilles qui elles-mêmes allaient chercher la lumière de manière à enclencher ce qu'on appelle la photosynthèse, donc toutes les réactions chimiques permettant la production de sucre dont la plante a besoin pour sa croissance. Seulement voilà, cette histoire-là, pour notre chêne, comme pour la plupart des arbres qu'on a dans nos forêts, ne s'est pas arrêtée là. Parce que vous imaginez bien que les quelques racines qui se sont enfoncées dans le sol allaient être assez limitées pour accéder à tous les oligo-éléments. Aller chercher au bon endroit le phosphore et tous les autres oligo-éléments qui pouvaient être importants. Aller chercher à l'endroit où elle se trouve l'eau qui est si précieuse, si indispensable pour la croissance de l'arbre et qui pourtant peut faire défaut parce que à partir de l'été, l'eau commence à manquer, elle est profonde et là, avec quelques racines qui ne font que quelques dizaines de centimètres, ça ne permet plus à l'arbre de survivre. Alors il se passe un événement dans nos forêts qu'on ne soupçonne pas quand on marche dans nos forêts. On est à l'automne sensible à l'émergence d'un fruit particulier qui est le champignon, qui ne fait que révéler finalement toute une vie qui se passe dans le sol et le sous-sol. C'est le développement de toutes les mycorhizes, de tous les filaments mycorhiziens. En réalité, notre champignon n'est que le fruit des vrais champignons qui se trouvent dans le sol et qui sont composés de petits filaments blancs qui sont répartis absolument partout.
Beaucoup de gens en parlent comme du tissu de l'Internet de la forêt. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Pourquoi? Parce que nos filaments vont aller se brancher, c'est ce qu'illustre ce dessin, à l'intérieur des cellules de la racine du chêne. Au moment où ça arrive, le chêne ne le prend pas bien. En fait, il le prend comme une agression. Mais notre champignon, notre mycorhize, émet des petites substances qui leurrent la racine et qui entraînent un développement un peu anarchique de cellules. Et le champignon, avec ses filaments de quelques microns, je dis bien des microns, c'est vraiment minuscule, va commencer lui-même à s'imbriquer au sein des cellules de notre racine, à tel point que ça crée un amalgame qui fait qu'on est à un moment donné incapable de différencier ce qui relève du végétal et ce qui relève du champignon. Le champignon étant dans un autre monde, dans le vivant, ce n'est pas un végétal, ce n'est pas un animal, c'est ce qu'on appelle le monde fongique, et lui, il est complètement à part. En fait, pourquoi cette association? Parce que vous imaginez bien qu'effectivement, la mycorhize, si elle va chercher la racine du végétal, c'est parce qu'elle y trouve un intérêt. Dès qu'elle va être branchée, en fait, elle va enclencher une réaction immunitaire de la racine qui fera que, à l'avenir, l'arbre, à chaque fois qu'il sera attaqué, saura mieux se défendre contre les intrus. Mais par ailleurs, la racine, elle, enfin pas la racine, la mycorhize, tous ces filaments de champignons se sont dispersés dans l'ensemble du volume de terre, sur des dizaines et des dizaines de mètres cubes, voire des centaines de mètres cubes de volume de terre. Et cette mycorhize est capable d'aller chercher chacun des micro-éléments, des oligo-éléments dont a besoin la racine, et petit à petit, elle l'affrète avec l'eau jusqu'à la racine. La racine va ensuite le véhiculer via la sève brute jusqu'aux feuilles des arbres qui vont pouvoir réaliser la photosynthèse et utiliser à la fois le carbone de l'atmosphère avec ses oligo-éléments pour opérer des transformations moléculaires, former des sucres qui vont permettre la constitution de tout le matériau dont a besoin l'arbre pour sa croissance, du bois, d'autres feuilles, d'autres sucres qui vont être relargués jusqu'à la racine, puisque la racine aussi a besoin de grandir. Et quand le chêne est en bonne santé, il produit énormément de sucres qui vont jusqu'aux champignons, et on estime aujourd'hui qu'à peu près 30% de tous les sucres fabriqués par l'arbre reviennent aux champignons, qui du coup permettent aux champignons, lui aussi, de croître, puisqu'il n'est pas capable de synthétiser ces sucres. Alors, ce réseau mycorhizien, il est tellement dense que quand vous coupez un arbre, dans bien des cas, en particulier quand il s'agit des feuillus, en réalité, votre mycorhize, elle est à la fois connectée à notre jeune chêne, mais elle est aussi connectée aux autres arbres qui se trouvent à proximité. Et si l'un d'eux en venait à être coupé, la souche de celui-ci continue à être alimentée par la sève, par les sucres, par l'intermédiaire des mycorhizes qui leur amènent ça. Et c'est grâce à cet apport de matière, à cet apport de sucre et d'eau, que le chêne qui a été coupé, ou que le hêtre ici, qui a été coupé, peut à nouveau former une nouvelle CP, former de nouveaux tissus qui vont croître et qui vont permettre, pourquoi pas, la naissance d'un nouvel arbre à partir de cette même souche. Donc c'est vraiment un phénomène assez incroyable. Et on sait aujourd'hui donc qu'une bonne partie des sucres fabriqués par un arbre sont transmises par les mycorhizes vers les arbres voisins, et que c'est un mode de communication adopté par les arbres pour du coup s'échanger de l'information et des nutriments. Seulement voilà, quand notre chêne a été déposé par notre rongeur dans l'écosystème forestier, la première chose qu'il cherchait, c'était la lumière. Et c'est vrai que cette image-là illustre bien qu'à partir du moment où vous avez un paysage forestier qui est très fermé par la canopée des arbres, très peu de lumière arrive jusqu'au sol. Or, cette lumière, elle est indispensable pour que les arbres puissent faire la photosynthèse. Alors, notre chêne est né dans un espace qui ressemblait plutôt à de la lande boisée. Seulement, l'un des risques pour lui, quand il a été déplacé, c'était d'arriver à un endroit qui avait comme risque de l'exposer à la dent d'herbivores, comme ici ce cerf, qui aurait très bien pu épuiser notre chêne en dévorant ses feuilles tendres dès le plus jeune âge.
Il aurait dû alors fabriquer de nouvelles feuilles jusqu'à un moment donné où le coût énergétique lié à la fabrication de ces feuilles ne lui aurait plus permis de compenser la perte d'énergie liée au fait de devoir constamment refabriquer des feuilles. Alors en fait, très probablement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été mis à l'abri dans un roncier. En fait, il faut savoir qu'en regardant l'environnement des chênes, par exemple, que vous appréciez ou des arbres que vous appréciez, vous pouvez, en regardant ce qui se trouve autour, lire un peu l'histoire de cet espace de forêt. Autour de mon chêne, autour de Quercus, quand on regarde bien, donc vous avez pu voir tout à l'heure dans le petit film que je vous ai diffusé qu'il y avait un hêtre, qu'il y avait d'autres chênes, il y avait des charmes sur le côté, un petit peu plus loin des bouleaux. On apercevait à travers les branches, parce que le film a été pris en hiver, on apercevait un petit peu plus loin des résineux, qui traduisent une histoire forestière. Cette histoire, je ne vais pas tout vous raconter, une partie se trouve dans le livre. Mais pour autant, un petit peu plus loin en bord de chemin, parce qu'il y a, grâce au chemin, une petite trouée, se trouvent des ronces. Mais on va dire un vestige de ronces qui était probablement issu d'un roncier beaucoup plus ancien et qui prenait beaucoup plus de place. Pour éviter que les réserves de ce rongeur soient dévorées, probablement que notre rongeur, le mulot, a déposé sa graine à l'intérieur de ce roncier. Le problème, pour le chêne par la suite, était de réussir à sortir du roncier. Alors vous voyez le roncier qui est sur la gauche, là il est relativement clairsemé parce qu'on est en hiver, mais en plein été, quand toutes les feuilles de la ronce sortent, notre chêne se retrouve comme à droite, complètement sous le feuillage de la ronce et n'a pas la possibilité d'accéder à la lumière. Ça lui pose un vrai problème. Eh bien, juste avant la Révolution française, au moment de la naissance de mon chêne, il faut savoir que dans certaines forêts royales, un impôt était demandé aux habitants, aux villageois. Les villageois avaient l'autorisation par le roi d'aller pâturer, enfin d'emmener leurs animaux pâturer, profiter des belles glandées pour nourrir notamment les cochons, ou alors les moutons, ou alors d'autres animaux qu'ils emmenaient pâturer. La contrepartie, c'était de payer un impôt sous forme de l'action humaine qui visait notamment à éclaircir certains ronciers pour permettre aux jeunes chênes qui ne demandaient qu'à sortir du roncier pour enfin avoir la possibilité de s'exprimer, eh ben de le faire, de faire ce petit travail de sylviculteur. Très probablement, Quercus en a bénéficié. Ça lui a permis de sortir et donc de devenir le chêne qu'il est devenu aujourd'hui. Alors peut-être vous posez-vous la question, mais finalement, qu'est-ce qu'un chêne? À quoi ressemble un chêne? Qu'est-ce qu'un arbre en réalité? Alors, vous avez une image là qui vous illustre, notamment sur la gauche, un chêne avec des branches latérales qui se sont développées en profitant de la lumière. C'est la même chose pour le chêne de droite, qui lui aussi a développé des branches de manière à pouvoir s'exprimer. Alors bien sûr, quand on regarde un chêne, on pense notamment à la végétation qui est exprimée tout en haut par le feuillage. Parfois, on voit le tronc. Bien souvent, on oublie qu'en réalité, notre chêne, derrière l'écorce, se passe toute une vie et que beaucoup de choses se passent sous l'écorce. En réalité, notre chêne, il est composé donc des racines, puis du tronc. Le tronc lui-même protégé par l'écorce, d'ailleurs les racines aussi sont protégées par une écorce, puis ensuite les branches maîtresses, puis les petites branches, et ensuite les feuilles. En réalité, ce qui est très particulier avec nos arbres, c'est que le tronc ne sert que de support pour véhiculer la sève brute avec des oligo-éléments, avec de l'eau, jusqu'aux feuilles qui vont faire la photosynthèse. En fait, notre arbre croît progressivement et comme il cherche la lumière, qu'il est en compétition avec ses voisins, il passe finalement beaucoup de temps à tenter de s'élever et d'aller le plus haut possible. Or, monter en hauteur, enfin aller en hauteur pour un chêne, revient finalement à lutter contre une loi de la nature qui est la loi de la gravité, la loi de la pesanteur. Et du coup, pour lui, d'être confronté à une difficulté majeure, c'est d'arriver à affréter ces oligo-éléments et cette eau jusqu'en haut de l'arbre.
Alors la nature l'a doté de quelque chose d'assez incroyable. La première chose, c'est que les vaisseaux qui constituent euh, les canaux utilisés pour véhiculer la sève brute vers le haut sont composés de lignine qui est hydrophobe. C'est-à-dire que l'eau refuse d'adhérer aux parois de ces vaisseaux. Elle est repoussée. Donc en fait, en permanence, elle est en mouvement. Mais en plus de ça, ce qui a été imaginé par la nature, c'est que comme notre arbre a parfois des branches basses, puis des branches qui se forment de plus en plus avec la hauteur de l'arbre, en réalité, la concentration des oligo-éléments diminue au fur et à mesure que la sève monte. Ce qui fait que par ce qu'on appelle l'osmose, en fait, les oligo-éléments qui sont en dessous sont appelés par les molécules de sève qui se trouvent juste au-dessus. Et progressivement, ça entraîne tout doucement ces oligo-éléments et cette eau vers le haut de l'arbre où la pression osmotique est plus faible et où surtout la concentration en oligo-éléments est plus faible. Et il y a un dernier phénomène. En réalité, notre arbre, finalement, pompe beaucoup d'eau. Un chêne adulte peut pomper jusqu'à 200 litres d'eau par jour. Et cette eau, donc, monte jusqu'aux feuilles. Arrivée aux feuilles, en réalité, la majeure partie de l'eau n'est pas utilisée par l'arbre et est relarguée par, finalement, des petites ouvertures, comme des petites fenêtres qu'on appelle des stomates, qui sont à la surface des feuilles et par laquelle l'eau est éjectée sous forme de vapeur d'eau. C'est d'ailleurs ce qui justifie et ce qui explique le fait que quand on se promène en forêt, on est bien sûr à l'ombre, donc il y fait plus frais que quand on est en plein soleil, mais en plus, il y a une ambiance de fraîcheur qui est issue du fait que notre arbre largue beaucoup de vapeur d'eau chaque jour. Et c'est finalement ce cycle de l'eau, après cette vapeur d'eau, à un moment, elle se redépose dans le sol, notamment la nuit, avec la baisse de température, mais du coup, c'est cette attraction vers l'évaporation de l'eau en haut de l'arbre au niveau des feuilles qui entraîne les molécules d'eau vers le haut de l'arbre et qui permet cette circulation de sève jusqu'aux feuilles. Mais toute l'eau n'est pas relarguée et une bonne partie sert ensuite avec la sève élaborée. Donc au début, c'est la sève brute qui faisait monter les oligo-éléments. La sève élaborée, elle, récupère tous les sucres qui sont fabriqués dans la feuille dans une sorte de petite usine qu'on appelle le chloroplaste, qui est minuscule au sein de chaque cellule végétale, et qui produit tout un tas de sucres. Et derrière, ces sucres donc redescendent par la sève élaborée vers tous les éléments constitutifs de l'arbre pour lui permettre de croître. Autre élément très particulier, comme vous le voyez, là, vous avez différentes branches qui prennent chacune une position un peu différente en fonction de l'ensoleillement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre arbre, finalement, a cette particularité par rapport à l'animal de ne pas avoir de système centralisé. En réalité, nous bon ben voilà, ça va vous parler. On a un cerveau, on a un cœur, on a un système circulatoire qui permet de véhiculer le sang un petit peu partout, on a un système nerveux. Si on perd un organe, ça peut nous poser problème et ça enraye complètement le fonctionnement de l'ensemble de la machine humaine. Pour le végétal, ça ne fonctionne pas comme ça. En réalité, le végétal, il est capable de se débarrasser d'une partie de lui-même. Ce qui fait que, notamment parfois, quand un houppier est bien développé, le houppier c'est la partie haute des branches avec les feuilles, quand le houppier est bien développé et qu'il capte toute la lumière, les branches qui sont en dessous, particulièrement chez le chêne, alors que toutes les feuilles de chêne ont besoin de beaucoup de lumière, à un moment peuvent être complètement abandonnées par l'arbre. Et du coup, les branches qui sont en dessous meurent. Ça ne veut pas dire du tout que notre arbre est en mauvaise santé, ça veut dire même au contraire que la partie haute de l'arbre est en tellement bonne santé qu'il s'autorise, il a le culot d'abandonner des parties de lui-même et de finalement arrêter, couper les liens de transmission de sève vers les branches qui ne lui servent plus à rien pour la production de matière. Dernier élément sur ce sujet-là, cette différenciation entre les branches est telle, cette adaptation entre chaque branche, la branche exposée plein sud qui recueille la lumière directe du soleil, la branche qui est plein nord, un petit peu à l'abri, qui du coup a plus de difficultés pour récupérer, les photons directs issus du soleil, que génétiquement, on observe des différences entre des parties de l'arbre, entre chaque branche. Ça veut dire
qu'au moment où notre arbre va fabriquer des glands, les glands n'auront pas tout à fait le même patrimoine génétique s'ils sont issus de la branche qui est exposée plein sud ou s'ils sont issus de la branche qui est à l'abri plein nord. C'est quand même quelque chose qui est très particulier et qui est vraiment propre au monde végétal. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, derrière, dans les jeunes chênes qui pousseront, il pourra y avoir certains individus qui résisteront mieux à certaines conditions au regard de ce que leur aura légué comme patrimoine génétique le chêne dont ils sont issus. Alors maintenant, je vais entrer dans une autre phase de ce qu'est un chêne. En fait, un chêne, souvent quand on se promène en forêt, en particulier le printemps, j'espère, je croise les doigts pour qu'on ne nous interdise pas, comme l'an dernier, d'aller en forêt, parce que là, on a tellement besoin de forêt, et là, vous allez comprendre notamment pourquoi, qu'il ne faudrait pas que ça arrive. En fait, au printemps, en particulier au mois de mai, quand vous vous promenez dans une chênaie, parfois, alors que le ciel est bleu, qu'il n'y a pas de vent, que la météo est absolument exceptionnelle et formidable et elle invite à la promenade, on entend comme une petite pluie fine qui tombe des arbres. En réalité, c'est quoi cette petite pluie fine? Ce sont les exudats, les crottes de la petite chenille que vous voyez là, sur le chêne, qu'on appelle la tordeuse verte du chêne. À un moment dans mon livre, j'ai donné la voix à un personnage qui s'appelle Tortrix. Tortrix, c'est le nom de genre en latin de notre petite tordeuse verte du chêne. C'est une petite chenille qui est minuscule, qui au plus gros de sa vie va faire 2,5 cm de longueur. Vous voyez, c'est vraiment pas gros. Elle se trouve tout en haut de l'arbre. Et au moment où le chêne va commencer à débourrer, le débourrement, c'est l'éclatement du bourgeon au printemps, généralement fin avril, enfin dans le courant du mois d'avril, même parfois un petit peu plus tôt, dès le mois de mars, là, de plus en plus, c'est le cas sur certains chênes déjà, le bourgeon éclate. Et au moment où le bourgeon éclate, la feuille qui sort est une feuille très très tendre. C'est une feuille riche en amidon, riche en azote, dont la chenille a besoin pour grandir. Et la chenille en profite tout de suite, alors qu'elle était en dormance dans son œuf, sous l'aisselle des rameaux, sous l'aisselle des bourgeons, elle en profite pour émerger et se nourrir tout de suite de ce qu'il reste du bourgeon, voire de nos premières feuilles, hyper tendres. Et la chenille va grandir de plus en plus. Et à partir de ce moment-là, elle peut handicaper fortement la production du chêne. Et on peut se retrouver dans cette situation de la chenille qui a tellement dévoré de feuilles que certaines feuilles ne sont plus opérationnelles du tout pour la production de photosynthèse. Alors là, il se passe un phénomène particulier, c'est que la feuille du chêne, qui commence à être attaquée, détecte qu'elle est attaquée. Et elle enclenche, par l'intermédiaire de la petite usine chimique qui produit les sucres dont je vous parlais tout à l'heure, le chloroplaste. En fait, ce chloroplaste se met à modifier la nature des molécules qu'il va fabriquer. Le chloroplaste va commencer à fabriquer un cortège de molécules qui vont rendre la feuille beaucoup moins appétante, des tanins. Et ces tanins vont rendre la feuille moins digeste. Parce que la feuille sera beaucoup moins digeste, la chenille va avoir beaucoup plus de difficultés à croître. Mais en fait, c'est une course contre la montre pour la feuille, parce que elle est obligée de produire des tanins très vite, alors que la chenille continue à la dévorer. Mais jusqu'à un moment où la feuille va être tellement dévorée que finalement, elle ne pourra plus produire ces tanins. Et le risque, c'est que la chenille aille sur la feuille voisine de la première qu'elle vient de finir de dévorer. Donc, il faut impérativement que notre feuille avertisse les autres feuilles voisines de la même branche, voire des branches qui sont autour, qu'attention, il y a un danger. Et la nature de ce danger, ce n'est pas n'importe lequel, c'est la chenille tordeuse verte du chêne. Alors, elle se met à émettre tout un tas de molécules, des alpha-pinènes, des alcaloïdes, des huiles essentielles, qui sont dispersées dans l'air parce que la circulation par la sève est tellement lente, parfois de seulement 1 à 2 cm dans le meilleur des cas à l'heure, qu'il est impératif, enfin, pardon, pas à l'heure, à la minute, pardon, 1 à 2 cm, mais vous imaginez sur un arbre de 30 mètres de haut, pour que l'information circule d'un bout à l'autre de l'arbre qu'il y a une attaque de chenilles et qu'il faut tout de suite produire des tanins pour empêcher les chenilles de les manger, il est inévitablement impératif de prévenir très vite les autres feuilles. Alors,
tous ces alpha-pinènes, ces terpènes, ces alcaloïdes qui sont produits sont émis dans l'atmosphère, dans l'air ambiant, et préviennent les autres cellules des feuilles voisines qu'attention, il y a cette attaque, et que la nature de cette attaque, c'est bien notre chenille de tordeuse verte du chêne. Et c'est là que peut s'enclencher la réaction de production des tanins qui vont rendre la feuille moins digeste. Mais en plus de ça, imaginez bien, ces molécules sont dispersées dans l'air. Elles sont dispersées, qu'elles peuvent être emportées par un petit peu de vent vers les branches, bien sûr, qui se trouvent de l'autre côté de notre chêne, mais aussi vers les chênes voisins. Et c'est comme ça, par ce subterfuge, que les chênes arrivent à être prévenus dès que l'un des premiers parmi eux se trouve attaqué par des chenilles qui vont dévorer les jeunes feuilles de chêne juste à la sortie. Et certains d'entre eux, d'ailleurs, je reviendrai sur ce phénomène-là juste après, mais certains d'entre eux, d'ailleurs, du coup, ont su s'adapter face à cette situation-là en décalant la période d'émergence pour s'assurer que les feuilles de chêne avaient été suffisamment résistantes pour empêcher le développement des chenilles. Et c'est qu'à partir de là que certains chênes sortent leurs feuilles. C'est le cas de Quercus. Quercus, par rapport à ses voisins, débourre 3 semaines en décalage, 3 semaines plus tard. Et au moment où il commence à débourrer avec ses jeunes feuilles, et bien finalement, les autres arbres ont dû se défendre contre les chenilles de tordeuse verte du chêne. Et en fait, la population de tordeuse verte du chêne a quasiment disparu. Et c'est comme ça que lui, il peut consacrer son énergie principalement à la production de jeunes feuilles et à la production des sucres pour sa croissance, et non pas à la production des tanins qui empêchent la production de sucre simplement parce que les chloroplastes sont mobilisés sur une autre action. Alors, je voulais revenir sur un phénomène important. Quand je vous parlais de l'émission des terpènes, des alcaloïdes, des alpha-pinènes, des huiles essentielles dans l'atmosphère, on les regroupe sous un terme générique qu'on appelle les phytoncides. En réalité, ces phytoncides ont une propriété particulière, c'est que vous imaginez bien, ce sont des molécules informatives qui servent à la fois à la protection des arbres, mais aussi à leur information. Et en réalité, ils sont transmis dans l'air, et tous les organismes qui peuvent les capter reçoivent l'information d'une attaque et d'une réaction de la part des chênes. Mais pas seulement. En réalité, tous les vertébrés sont sensibles à ces molécules. Et l'émission de ces molécules entraîne une réaction immunitaire de ces organismes. On fait partie de ces organismes. L'homme fait partie de ces organismes. Et du coup, l'homme se voit doté d'une réaction immunitaire par la fabrication des lymphocytes tueurs, les lymphocytes NK, qui sont les premiers lymphocytes qui réagissent quand vous êtes soumis à une attaque de bactéries, de virus, quel qu'il soit. Le coronavirus pourrait en faire partie. En tout cas, votre système immunitaire réagit. Et il réagit parce qu'il prend un petit peu comme une agression finalement tous ces phytoncides, toutes ces molécules, et donc c'est ça qui sollicite cette production de lymphocytes NK. Et souvenez-vous peut-être, quand vous vous promenez en forêt, vous rentrez chez vous, vous êtes un peu fatigué. Vous êtes fatigué pour 2 raisons, parce que vous avez fait un effort physique, mais aussi parce que finalement, alors vous avez respiré le bon air, mais ce bon air chargé de phytoncides qui entraîne une petite réaction immunitaire de votre corps, et quand vous êtes atteint d'une maladie, généralement vous êtes fatigué. Et bien en réalité, vous subissez exactement la même réaction avec une petite réaction immunitaire. Alors, juste avant cette diapo-là, je veux finir par un autre élément qui est important. En fait, nos feuilles de chêne, si elles ne sont pas trop dévorées par la chenille et que la chenille à un moment est amenée à disparaître, nos feuilles de chêne peuvent cicatriser. Et au moment où l'attaque a arrêté, il y a un petit courant électrique émis par la feuille sur les bordures de la feuille qui ont été attaquées et qui ont été du coup tronquées par l'herbivore que se trouve être la chenille. Et ainsi, du coup, cette petite émission de circuits électriques stimule les cellules qui sont juste à proximité pour entraîner la cicatrisation et la formation du coup de cellules de cicatrisation qui vont permettre à la feuille de recroître à nouveau.
Et ces petits champs électriques, en fait, émettent ce qu'on appelle des ions négatifs qui, eux aussi, donc voilà, c'est des petits morceaux, enfin, ce sont des parties tronquées de molécules chargées d'un électron en supplément qui, du coup, peuvent être émises dans l'air et que nous aussi, encore une fois, nous pouvons capter. Et on s'est rendu compte que ces ions négatifs avaient une autre particularité, c'est de réduire le taux de cortisol. Le cortisol, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone du stress chronique. Enfin, c'est même la grosse hormone du stress chronique. Autrement dit, les gens qui vont en forêt, qui sont stressés, et qui y vont en printemps et en été, et quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas, il y a toujours des organismes pour tenter de grignoter les feuilles des arbres, et bien finalement, vous vous soumettez à la réception d'ions négatifs qui, du coup, réduisent vos risques cardiovasculaires, simplement par la réduction de ce cortisol de stress chronique. Alors, malgré tout, dans certains cas, la consommation des feuilles de chêne peut entraîner à un moment une difficulté pour l'arbre. C'est le cas ici avec cet arbre qui est effectivement soumis à une forte consommation et à un moment, il peut être amené à mourir. Alors, bien sûr, avec le changement climatique, on s'inquiète beaucoup de l'avenir de nos forêts. On ne va pas se voiler la face, mais néanmoins, quand un arbre au milieu du peuplement forestier meurt, ce n'est pas le signe que la forêt va mal, c'est le signe qu'un arbre, effectivement, a été mis en difficulté. Mais il faut savoir que du coup, cet arbre-là, qui n'est pas encore mort, d'ailleurs, vous voyez, il reste encore quelques feuilles, eh ben, contribue finalement à votre bonne santé parce que là, il émet énormément de phytoncides pour tenter de se défendre. Avec un risque, c'est que parmi ces émissions de phytoncides, certaines des molécules, notamment des alpha-pinènes, sont émises dans l'atmosphère et certains organismes, comme ici cet insecte, un cérambix, en plein vol, se dirige vers notre arbre. Pourquoi? Parce qu'il a détecté un flux d'émissions d'alpha-pinène dont il s'est spécialisé dans la détection pour arriver jusqu'à l'arbre malade. Et c'est là la difficulté pour l'arbre. C'est quand il commence à être très en difficulté, il est obligé d'émettre énormément de molécules de détresse. Et plus il émet de molécules de détresse pour se défendre, plus il est détectable par les organismes qui sont attirés par sa détresse, qui créent des points d'entrée dans lesquels ils peuvent, ils peuvent s'insérer pour tenter de s'installer. Et notamment notre cérambix, lui, remonte le flux jusqu'à l'arbre et va pondre une larve, va pondre un œuf qui ensuite va se développer et dont la larve va mettre 3-4 ans à se développer dans le bois de notre chêne en mangeant son bois. Et progressivement, en fait, c'est un peu une course qui, à un moment donné, est perdue d'avance, si ce n'est que notre arbre, à la fin, il émet un tel cortège de molécules que ça entraîne une réaction favorisant la réponse immunitaire de tous les arbres voisins qui sont capables de beaucoup mieux réagir aux attaques. Et par ailleurs, bien souvent, l'une des dernières réactions, l'une des dernières années de vie, est de produire énormément de fruits pour tenter de transmettre son patrimoine génétique. C'est ainsi que quand vous êtes en forêt et que vous voyez un arbre mort, comme c'est le cas sur ces deux images, ne vous en inquiétez pas forcément. Au contraire, ça contribue à la bonne santé de votre forêt. Et il faut savoir aujourd'hui qu'on estime à peu près que 30% de la biodiversité forestière, c'est-à-dire pas loin de 10 000 espèces, dépendent de ces stades sénescents et morts en forêt. Et vont contribuer à la dégradation de cet arbre qui, notamment, du coup, va se dégrader et va relarguer jusqu'au sol des éléments organiques et des éléments minéraux qui ensuite seront recyclés et redistribués via le mycélium, via les mycorhizes, vers les arbres voisins et donc contribueront à leur bonne santé. Alors, dans tout ça, bien sûr, il y a notre chêne peut se défendre autant qu'il le peut. À un moment, l'attaque de chenille peut être telle qu'elle peut être, que sa réaction immunitaire peut être insuffisante. Alors, vous avez le cas, par exemple, ici, d'un pic qui, en réalité, a profité à un moment d'une blessure sur l'arbre. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous disais qu'un arbre, finalement, quand une branche lui devient inutile, il arrête de l'alimenter et du coup, elle est abandonnée par l'ensemble de l'organisme, du multi-organisme qu'est l'arbre. Votre branche devient morte.
meurt. À un moment, elle se dégrade par le jeu de bactéries et de petits champignons qui petit à petit mangent le bois. Ça peut prendre plusieurs décennies, jusqu'au moment où cette petite branche va être abandonnée et va tomber par un jeu mécanique de dégradation du bois par les bactéries, mais aussi du vent qui, à un moment, va faire tomber cette branche. Ça va créer une ouverture, juste au niveau on va dire, de la partie pérenne de l'arbre. Et finalement, un pic va pouvoir arriver sur la zone, nettoyer la zone et entrer à l'intérieur de l'arbre en forant progressivement une cavité. En fait, on s'est rendu compte que du coup, ces pics jouaient un rôle majeur pour la conservation et la bonne santé de nos forêts. Pourquoi ? Étrangement, d'ailleurs, dans l'une des études que j'étais amené à conduire pour mieux connaître les relations entre les chauves-souris et la forêt, ce n'est pas l'objet de la conférence, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Pendant une de mes études, j'ai découvert que systématiquement, les chauves-souris gîtaient dans des gîtes à proximité d'arbres morts, et principalement dans des trous de pics. Et je ne comprenais pas la relation qui pouvait y avoir entre notre pic, notre arbre mort à côté, et notre chauve-souris, notre arbre mort à côté, et le chêne dans lequel venaient s'installer les chauves-souris. Et en réalité, le lien, c'était le pic, bien sûr, puisque c'était dans une loge de pic que venaient mes chauves-souris. Mais néanmoins, ce que j'ai découvert finalement, non pas en m'intéressant aux chauves-souris, mais plutôt en m'intéressant aux oiseaux, et en particulier en écoutant ce que des collègues naturalistes spécialistes des oiseaux, des ornithologues pouvaient me dire, c'est que finalement, le pic peut être assez exigeant sur son habitat. En réalité, c'est Monsieur Pic qui fore la loge dans laquelle la femelle va aller s'installer. Mais la femelle peut être assez exigeante. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la couvaison, pendant les 3 semaines de couvaison, si elle quitte le nid plus de 3 minutes, les œufs deviennent clairs et du coup, elle se met à couver des œufs qui sont infertiles, qui deviennent infertiles. Donc, il n'y aurait pas de reproduction. Or, les pics mangent des insectes qui se nourrissent du bois. Et donc, l'intérêt pour l'intérêt pour le mâle, c'est de trouver un endroit dans lequel la femelle va trouver un garde-manger immédiat au moment de la couvaison. Alors finalement, il cherche un arbre mort, et dès qu'il va trouver un arbre mort, il va tenter de trouver à 30 mètres maximum, parfois 40 mètres, une blessure propice pour commencer à attaquer le bois, parce que l'écorce est difficile à percer. Donc s'il y a déjà une blessure avec une vieille branche qui est tombée, il va en profiter et il va creuser cet espace-là pour faire une première loge. Mais Madame Pic est exigeante. Parfois, elle aime bien être exposée à l'est, parfois à l'ouest, parfois plein sud. Alors il va en forer une deuxième, puis une troisième, tout autour. Puis Madame Pic est caractérielle. Excusez-moi, mesdames, mais c'est spécifique aux pics, hein. Ça ne concerne que les pics. Mais Madame Pic peut être caractérielle et ne supporte pas que Monsieur Pic dorme avec elle. Alors Monsieur Pic doit se forer une loge à proximité, pas trop loin, pour lui permettre de s'assurer qu'aucun autre mâle ne viendra prendre sa place, alors que lui sera amené, pourquoi pas, à aller un petit peu plus loin sur son territoire pour se nourrir. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve autour d'un arbre mort avec 2, 3, 4, 5, 6, parfois plus de loges de pics utilisables par notre pic. Et notre pic, du coup, va nettoyer l'arbre mort, mais pourquoi pas les arbres vivants dans lesquels certains insectes qu'on appelle saproxyliques, ceux qui mangent du bois sont des insectes saproxyliques, qui seraient tentés d'agresser l'un des arbres vivants qui se trouvent autour. Et c'est comme ça que notre pic assure aussi un nettoyage pour nos arbres, et notamment Quercus. Et puis derrière la présence du pic, d'autres animaux peuvent être amenés à s'installer. Les mésanges. Sachez que les mésanges, au moment de la reproduction, quand elles élèvent les jeunes sont voraces, mettent 3 semaines à grandir et à devenir autonomes et à sortir du nid. Et pendant ces 3 semaines-là, le couple de mésanges, le mâle et la femelle, alimentent les jeunes. Et les jeunes réclament 5000 chenilles. Et donc, nos mésanges assurent elles-mêmes le nettoyage du feuillage de notre chêne. Mais d'autres organismes encore, notamment des animaux de la nuit, et en particulier un animal qui pour moi est un peu un animal fétiche, le murin de Bechstein.
Le Murenbechstein est une chauve-souris qui vit en colonie, qui peut former des groupes d'individus, de femelles uniquement, pouvant regrouper jusqu'à 200 individus, proches les uns des autres, qui elles aussi vont manger des chenilles, jusqu'à 250 chenilles par individu de Murenbechstein. Un Murenbechstein, c'est tout petit, hein, c'est 10 à 12 grammes. Alors je vous laisse imaginer, 10 à 12 grammes, c'est 4 morceaux de sucre. C'est quand même pas énorme. Et pour autant, ben, notre Murenbechstein peut dévorer jusqu'à 250 chenilles dans une même nuit. Presque l'équivalent de son poids. Pas tout à fait, un peu moins, mais pas loin. Et une colonie de Murenbechstein au mois de mai est donc capable de manger 1 250 000 chenilles de tordeuse verte du chêne. Et son rôle épurateur pour l'arbre et pour l'ensemble des arbres voisins est évident. Alors je vous avoue que dans le livre, je me pose une question. C'est la part d'accord existant entre notre chêne et le pic. Le pic qui d'ailleurs va nettoyer régulièrement la loge pour éviter que des organismes pouvant altérer la qualité du bois n'en viennent à ronger Quercus, à ronger l'arbre de l'intérieur. Alors Quercus, là tout à l'heure quand je vous montrais la loge de pic bien visible dans un arbre, c'était en haut de Quercus, il y a effectivement cette loge et je me demande encore aujourd'hui, quel a été l'échange diplomatique entre le pic et l'arbre pour que finalement le pic puisse s'installer là, sachant que finalement le bénéfice est vraiment réciproque pour les deux organismes. Et ben, je vous avoue que la question subsiste et elle existe encore. Je rêve d'ailleurs d'en parler avec Francis Allais, un grand botaniste de renommée internationale qui a beaucoup travaillé en forêt tropicale et qui a beaucoup travaillé sur l'architecture des arbres. Et ben, je rêve d'échanger avec lui sur cette question-là, qui pour moi reste complètement ouverte. Et enfin, cette conférence, je voulais aussi en profiter pour aborder le fait que finalement, la forêt, c'est quoi? La forêt, c'est un monde d'interaction dans lequel l'homme peut parfois interférer. Alors, je l'ai représenté dans cette image par la présence d'un petit château qui montre et qui illustre la présence de l'homme au cœur de la forêt. Mais bien sûr, il y a des cycles qui peuvent être très, comment dire, assez complexes, mais qu'il est important de prendre en compte. Et notamment, là, vous voyez, il y a des résineux, il y a des feuillus, il y a tout un tas d'espèces, mais finalement qui à la fois peuvent être en compétition et dans certains cas, certaines espèces, certains individus au sein de ces espèces peuvent avoir besoin l'un de l'autre. Et je vais vous parler en particulier de deux cycles qui me sont chers. Le premier concerne cette espèce, enfin ces trois espèces. En bas, vous avez un insecte qui s'appelle le hanneton. Alors certaines années, à Fontainebleau, ça a été le cas, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans. À Fontainebleau, tous les 4 ans, vous avez une forte émergence de hannetons. Par ailleurs, le chêne, comme celui que vous avez à droite, qui là, comme vous le constaterez, est quand même pas mal dévoré, notamment par les hannetons. Et enfin, une chauve-souris, la noctule commune. Alors, je vous avoue que si on était dans une salle, je me permettrais de vous poser une question, mais là, je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si, notamment, Françoise ou Florent, vous voyez le chat. Je le vois, oui. Je le vois. Vous voyez le chat. Alors, je vais poser une question, on va voir si vous allez avoir des réponses. Quand je vous parle du hanneton, que je vous parle du chêne, que je vous parle de la noctule commune, il manque dans ce dispositif un dernier élément qui est très important pour que je puisse vous parler d'un cycle. Allez, on va juste se donner 1 minute. Est-ce que certains d'entre vous sont capables de trouver la réponse? Parmi les auditeurs, je sais qu'il y a un certain Alexandre B avec lequel je travaille et qui n'a pas le droit de répondre parce que je pense qu'il connaît la réponse. Alors, je ne sais pas si vous voyez des suggestions dans le chat. Non, non, pas encore. Pas encore. Ah, vous séchez. Ah, alors, on a une réponse de Sophie Front qui nous propose la noctule mange le hanneton. Oui, c'est vrai, mais il manque un élément complémentaire dans ce cycle, ou en tout cas qui perturbe ce cycle. C'est-à-dire, je vais vous raconter une histoire, mais il manque un élément dans l'histoire. Admettez que ce n'est pas évident.
Alors, on a Émilie Gray qui nous dit que l'homme chasse le hanneton. C'est pas ça. Chasse le hanneton qui casse tout. Ah ouais, qui peut faire de gros dégâts. Alors, Michel Vibo parle des huiles essentielles. C'est pas ça non plus. Mais c'est une belle idée, parce que là, imaginez bien que les feuilles qui sont dévorées, inévitablement, elles émettent un panel de molécules, notamment des huiles essentielles, pas que d'ailleurs, il y a probablement des terpènes, il y a probablement d'autres tanins. Alors, il faut savoir que parmi les tanins, il y a énormément de familles de tanins. Alors, Madame Reynaud qui nous dit que quelqu'un doit bien manger la chauve-souris. Ah, alors, en fait, on commence à tenir du bout du doigt un élément de réponse qui va me permettre de boucler le cycle. Alors, j'ai encore trois propositions. Madame Rayon, la larve reste dans la terre pendant longtemps et mange les racines dans le potager. Michel Vibo, le hibou et les chouettes qui mangent les chauves-souris. Monsieur Flynn, les excréments de la chauve-souris contiennent ensuite les larves de hanneton qui s'enfoncent ensuite dans le sol. Et Sophie Frou qui aura fait une proposition, le hanneton ne sort pas tous les ans, cycle. Eh bien, alors il y a plein de choses vraies, mais c'est pas ça. Alors, je vais maintenant vous répondre. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Alors, je suis allé trop vite. Vous aurez un autre test juste après pour un autre cycle forestier. Et une petite information, Monsieur Tillon, pour nous dire qu'on est, pour se donner un peu de temps pour les questions-réponses, encore sur une petite dizaine de minutes. Eh bien, je vais faire au plus vite. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le hanneton est sur un cycle de 4 ans. Les larves sont dans le sol, dans un sol un petit peu sableux. Il faut absolument que le sol soit un peu sableux. Et les larves ont la particularité de manger les racines des chênes, notamment. Et à partir de fin avril, mi-avril, fin avril, les larves se transforment, donnent les hannetons que l'on connaît, qui volent jusqu'au houppier et qui mangent les feuilles de chêne. Et puis au moment de la tombée de la nuit, c'est le moment où se reproduisent les hannetons et où ils s'accouplent. Et donc là, il y a des vols autour des chênes jusqu'au moment où ça se calme. Et pendant la nuit, ils se mettent en diapause et ils dorment sous les chênes. Donc ils ont un rôle qui est considérable. Et en fait, on a commencé en forêt à avoir une alerte sur ces espèces parce qu'elles ont toujours été présentes. Il faut savoir d'ailleurs par le passé que les forestiers étaient amenés à planter des pommes de terre en forêt pour attirer les hannetons sur les pommes de terre et épargner les racines des arbres. Mais finalement, depuis quelques années, le cycle est troublé. Le cycle est troublé pour deux raisons. La première, c'est que les hivers de plus en plus doux empêchent le gel très fort du sol et donc limitent la capacité des larves, enfin du milieu à se débarrasser des larves qui meurent à cause du gel. C'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que par ailleurs, l'un des prédateurs naturels du hanneton, c'est la noctule commune. Et la noctule commune, comme son nom l'indique, est commune. En fait, était commune. Parce que, et alors là, c'est un élément qui est important, notamment pour les choix politiques. Aujourd'hui, dans les choix politiques qu'on fait, c'est qu'on développe l'énergie, notamment l'énergie éolienne, en misant beaucoup sur l'énergie éolienne parce que c'est important pour le climat. Et je pense que de plus en plus, et notamment avec la crise du Covid que l'on vit, vous aurez compris qu'on ne peut absolument pas détacher de la question climatique la question de la biodiversité. Si la biodiversité va mal, on va mal. C'est le cas de ce qu'on vit aujourd'hui avec le coronavirus. En fait, ce qui se passe, c'est que les éoliennes tuent beaucoup de noctules communes. Ce qui se passe, c'est que notre noctule est une espèce migratrice qui peut faire 2 à 3 000 km du nord vers le sud et qui, quand elle migre de fin août jusqu'à fin octobre, elle utilise nos paysages et notamment quand elle traverse des grandes plaines comme la Beauce, comme la Brie, comme la région Poitou-Charentes, etc., elle traverse des zones dans lesquelles elle a besoin de points de repère. Les éoliennes constituent un point de repère, mais en plus de ça, elle se reproduit en période de migration et elle est amenée du coup à utiliser les éoliennes comme point d'appui pour se poser. Les mâles se posent là, chantent, et c'est comme ça que ça marche chez les chauves-souris, elles chantent pour attirer les femelles qui viennent vers le meilleur chanteur pour s'accoupler. Sauf que notre éolienne tourne.
Alors, même si notre chauve-souris voit les pales, en réalité, elles se font soit percuter par les pales, mais c'est assez rare, dans plus de 90%, elles subissent simplement la pression de l'air en bout de pale. Et alors que la chauve-souris est capable de voler à 50 km jusqu'à un vent de 50 km/h, lorsque le vent est de 50 km/h, en réalité, eh ben, l'éolienne peut faire jusqu'à 14 tours par minute et le bout de pale peut être à 300 km/h. La pression de l'air est telle que les viscères de l'animal implosent. Et c'est ce qui justifie le fait qu'on observe depuis 13 ans moins 88% de population de noctules communes. Et pour ne rien vous cacher, en Île-de-France, la noctule commune est en train de disparaître. Elle a quasiment disparu de la forêt de Rambouillet alors que je connaissais plein de colonies. Aujourd'hui, il n'y en a plus, même dans des réserves biologiques qui sont mises à disposition de la biodiversité, notamment de la noctule. Et bien finalement, on ne trouve plus de noctule commune. Donc tout ça pour dire, et là c'est un petit message que je passe à vous tous, parmi vous, certains ont la possibilité peut-être d'intervenir aussi sur les grandes stratégies qui sont adoptées aujourd'hui au niveau énergétique. Pour l'instant, ce qui est mis en place a exclu totalement le sujet de la biodiversité. Et je peux vous dire, pour le vivre au CNPN, ça a été totalement exclu. Eh bien, on est en train de créer une nouvelle catastrophe à venir, notamment avec la disparition de la noctule commune, mais ce n'est pas la seule espèce qui est soumise à ce risque-là. Le deuxième cycle, alors, on ne va pas jouer le jeu de l'interrogation parce que le temps passant, je ne veux pas trop empiéter, mais là, il manque quelque chose dans le cycle. Alors, vous voyez, il y a un gland, il y a un chevreuil, un jeune chevreuil, il y a des renards, il y a un mulot, et dans ce cycle-là, il manque les tiques. En fait, ce qui se passe, c'est que nos chênes produisent des glands, donc tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans, en fonction du cycle. Quand ils sont nombreux, et ben, du coup, il y a peu de rongeurs, et les rongeurs profitent de cette ressource-là pour énormément dévorer et faire des réserves. Parce qu'ils sont bien portants, le printemps suivant, ils font beaucoup de juvéniles. Et tous ces juvéniles se retrouvent dans une période où il n'y a plus de production de glands, puisque notre chêne alterne. Et donc, comme il n'y a plus de production de glands, eh bien, les populations de rongeurs s'effondrent. Sauf que dans cette histoire-là, on ne tient pas compte du changement climatique en cours. Et plus ça va, plus nos printemps sont chauds. Et l'une des craintes du forestier aujourd'hui, c'est que les cycles se rapprochent simplement parce que si un mois d'avril est chaud, mais que le mois d'avril de l'année suivante est encore plus chaud, ce qui risque d'arriver, alors peut-être pas cette année, mais ce qui risque d'arriver, les cycles risquent de se resserrer et on risque de ne plus vivre le crash des populations de rongeurs. Si nous n'avons plus le crash des populations de rongeurs, leur niveau de population va rester élevé. S'il reste élevé, ils seront porteurs des tiques. Et dans le cycle des tiques, notamment, à un moment, les nymphes, les toutes petites, vont aussi sur le chevreuil. Et en allant sur le chevreuil, le cycle complet du développement d'une maladie que l'on connaît tous, la maladie de Lyme, qui est une vraie pandémie, mais pour l'instant cachée en France, elle ne l'est pas en Allemagne, avec plus de 300 000 cas par an en Allemagne. Donc, du coup, la maladie de Lyme peut se développer parce que pour se développer, elle a besoin, en fait, c'est une petite bactérie qui est véhiculée par les tiques, mais qui a besoin de passer d'abord par le corps des rongeurs, puis ensuite par le corps des chevreuils pour boucler le cycle de développement de la petite bactérie. Et c'est comme ça que nous, on peut être amené à attraper la maladie. Et dans tout ça, eh bien, notamment, les carnivores, alors là, je l'ai symbolisé par les renards, mais pas que. Il y a une étude, il y a 4 ans, qui a démontré que les carnivores jouent un rôle fondamental, du coup, pour le contrôle des rongeurs et donc pour le contrôle de la maladie de Lyme. Et donc, dans les secteurs à maladie de Lyme, la mesure qui serait indispensable aujourd'hui, c'est d'arrêter le déterrage ou la destruction des carnivores qui, au contraire, sont un allié de la bonne santé humaine, notamment vis-à-vis de la maladie de Lyme. Donc, pour vous dire que les cycles peuvent être particulièrement compliqués et du coup nécessiter plusieurs espèces, en tout cas impliquer plusieurs espèces. Et c'est là toute la difficulté pour le biologiste d'arriver à impulser des dynamiques de conservation de la biodiversité parce que dans certains cas, on peut être tout simplement concerné. C'est le cas avec la maladie de Lyme. Et j'en finis avec 2 diapos
J'espère que l'ensemble de cette conférence vous invitera à aller en forêt, bien sûr. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes particulièrement attentif à la forêt, mais que par ailleurs, vous regarderez les arbres peut-être un petit peu différemment. Et si vous êtes particulièrement attentif du coup à ce qui se passe en forêt, peut-être aurez-vous envie de transmettre. Alors moi, c'est le cas avec ma fille, là. Nous sommes tous les deux pris en photo au pied de Quercus. Et aujourd'hui, la visite de Quercus que je faisais seul quand j'étais adolescent est devenu un rituel que je partage en famille, notamment avec ma fille, qui apprend ainsi à s'approprier l'écologie, la forêt, le monde de la forêt, le bien-être qu'on peut rencontrer en forêt. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je pense qu'on a un petit peu de temps pour des questions. On a une petite vingtaine de minutes, je crois. Merci beaucoup, Monsieur Tillon, pour cet exposé passionnant. Et on invite tout un chacun, en toute simplicité, à poser ses questions. Vous levez la main de manière à ce que je puisse vous voir sur la file active des participations. Je vais peut-être arrêter ma présentation pour me rendre visible à tous. Ce sera peut-être plus sympa. Alors, une première question de Madame Reynaud, puis de Monsieur Vibo, puis de Mademoiselle Gray. Oui, bonjour, c'était très intéressant. Et moi, j'ai été vraiment émue quand vous avez parlé des éoliennes, parce qu'en fait, on ne savait pas du tout ce que vous nous avez annoncé. Et je trouve que c'est grave de pas, enfin, que c'est quand même très important là ce que vous avez dit. Et je pense que ce serait bien qu'on relaie l'information, je sais pas, déjà aussi dans le milieu scolaire, parce qu'on dit toujours que les éoliennes, c'est la panacée. Alors, il y en a pas beaucoup, enfin, il y en a dans la Brie, mais autour de la forêt de Fontainebleau, il y en a pas beaucoup. Alors après, j'ai compris que c'était sur leur chemin de migration qu'elles se trouvaient percutées et que du coup, elles n'arrivaient pas jusqu'à la forêt, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. En réalité, ce qui se passe, c'est que moi, je comprends, hein, on a beaucoup misé sur le volet énergétique. Le problème, c'est que vous avez compris là dans l'exposé que tout fonctionne par interaction et que quand on a une action sur un sujet quel qu'il soit, on a inévitablement un impact d'une autre manière, quelle qu'elle soit. Donc, ce qui est important et parfois peut-être. Alors, c'est un avis que j'ai comme ça, mais peut-être que l'écologie politique, parfois, a oublié l'écologie scientifique en tant que telle. En fait, on mise beaucoup sur le climat et effectivement, c'est indispensable d'agir pour le climat. Sauf que pour agir sur le climat, il est important de ne pas oublier les autres sujets fondamentaux que sont qui est la biodiversité. Parce que si on l'oublie, on va droit vers des catastrophes en chaîne. Pour vous donner un petit exemple pour le cas de la noctule commune, ce qui est quand même un paradoxe pour l'ensemble des chauves-souris, c'est qu'on a un plan national d'action en faveur de la restauration des espèces qui court depuis la fin des années 90. On a réussi à restaurer les populations des espèces les plus rares, et puis les espèces communes comme la noctule commune, malheureusement, il faudrait qu'on lui change de nom, enfin qu'on lui change son nom. Pourquoi? Parce que même auprès de mes collègues, notamment du ministère de la Transition écologique, simplement parce que c'est la noctule commune, elle est commune. On ne va pas s'acharner à défendre cette espèce. Sauf qu'aujourd'hui, si j'étais un petit peu provocateur, je reviendrais à vous dire que les éoliennes tuent les chênes à cause du cycle que je viens de vous présenter. Et c'est un paradoxe parce que les chênes sont quand même censés pomper du carbone, capter ce fameux carbone qu'on relargue quand même dans l'atmosphère, et donc les chênes jouent un rôle fondamental. Ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que si on a cette inquiétude, alors c'est vrai que là je voyais une question passer, je croyais qu'il y avait moins de hannetons qu'avant. Oui, c'est vrai. Alors, enfin, c'est pas vrai. C'était vrai il y a 20 ans. Sauf que depuis une dizaine d'années, les choses ont changé parce qu'ils gèlent moins, d'une part, et puis deuxièmement, parce que le prédateur des hannetons est en train de s'effondrer. Ces populations sont en train de s'effondrer. Donc, s'il n'y a plus de limitation pour le hanneton, qu'il a la nourriture, eh ben, il s'exprime. Et moi, j'ai vu notamment dans plein de forêts, là, il y a 2 ans, parce qu'on tentait de lancer un programme sur la relation entre le hanneton, le chêne et la noctule commune. Je suis allé en Alsace sur des secteurs où on connaissait la noctule commune il y a quelques années pour vérifier la relation. En fait, il n'y a plus de noctule. On y est allé et donc on se retrouve dans un secteur avec 150 hectares de chênes
tout est mort, dont la moitié de la surface en question se trouve en réserve biologique, dans un secteur où il n'y a plus de coupe de bois depuis 40 ans. Ce n'est pas l'exploitation forestière qui est à l'origine de la mortalité des chênes. Et là-bas, ce n'est pas le changement climatique, ce sont les hannetons. Et c'est un paradoxe, en fait. Et c'est vrai que là, je vous parlais de la noctule commune. Moi, à Rambouillet, j'ai suivi notamment une noctule commune. En fait, il n'y a pas d'éolienne autour de la forêt de Rambouillet, sauf que la forêt de Rambouillet borde la Beauce. Et en fait, ma noctule que je suivais en plein été, elle allait à 20 km, elle sortait de la forêt, elle allait jusqu'à 20 km en pleine Beauce, dans une zone de développement éolien. Il y a 2 colonies de noctules communes que je suivais très bien, qui étaient au cœur de réserves biologiques, dans lesquelles la dernière tronçonneuse était entrée dans les années 1960. 1950-1960. Donc, c'est des endroits, il y a des trous, il y a des loges de partout, c'est propice pour les noctules. L'une des réserves fait 250 hectares, l'autre fait 450 hectares. Et en fait, mes colonies ont disparu. Et j'ai mis plein de dispositifs d'observation pour tenter de les retrouver. Il n'y en a même plus dans le ciel en vol. C'est terminé, c'est fini. Et ce n'est pas le développement éolien en Île-de-France, puisqu'il n'y a pas de développement éolien en Île-de-France. Je pense que d'ailleurs, c'est une bonne chose aussi au niveau paysager et compte tenu de la densité urbaine. Mais pour autant, du coup, c'est les noctules de Rambouillet, quand elles partent en migration et qu'elles vont en Espagne, elles traversent tellement de zones de développement éolien qu'elles n'ont aucune possibilité d'arriver à s'en sortir. Mais on ne pourrait pas recréer des colonies de noctules en forêt, enfin en remettre et puis peut-être, bon c'est un peu dur ce que je vais dire, mais la modifier pour qu'elle migre pas, enfin qu'elle reste là. Et personne ne sait faire ça. Ça ne s'élève pas des chauves-souris. Ça ne s'élève pas et je pense que si on en arrivait là, on aurait tout perdu en fait. On aurait absolument tout perdu. Donc, soit on est capable d'avoir une planification de développement des énergies renouvelables, parce que là, je vous parle de l'éolien, on pourrait parler du photovoltaïque, mais ça nous prendrait trop de temps dans les explications pour que je vous explique l'ensemble du cycle et ce qui se passe sur le photovoltaïque avec les chauves-souris, mais d'ailleurs, il n'y a pas que les chauves-souris qui sont concernées. Mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on a une politique énergétique d'un côté, et puis on a une politique biodiversité de l'autre. Et elles s'opposent complètement. Et en fait, on a une politique biodiversité qui se fait massacrer du coup par le développement de la politique énergétique telle qu'il est opéré aujourd'hui. Et puis après, on a une nouvelle politique biodiversité qui s'installe, qui dépense des millions pour tenter de récupérer les populations. Mais là, vu la tendance, par exemple, actuelle de la noctule commune, on a fait des modélisations. Hein, c'est des modélisations statistiques un petit peu compliquées. On tient compte de la longévité des individus, de la production de jeunes parents, etc. Et en travaillant avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris, on a fait des modélisations qui montrent que, imaginons qu'aujourd'hui, on stoppe tout développement éolien, on arrête les éoliennes, elles ne tournent plus quand les noctules volent. Et que les conditions soient idéales pour le recrutement de nouveaux individus de noctules communes. Que tout soit idéal, qu'on mette le paquet, qu'elles aient toute la nourriture qui va bien pour qu'elles puissent se développer, il faudrait 35 ans pour restaurer les populations qu'on avait il y a 13 ans. 35 ans, en faisant des efforts considérables. Et pour aboutir à ça, ça va être des millions d'euros. Donc en fait, c'est un message que je passe. Là, je vois M. Vibo, si vous pouvez le relayer d'une manière ou d'une autre, mais pas que vous. Il est indispensable de ne pas dissocier le volet biodiversité de la politique énergétique telle qu'elle est en train de se développer. On court droit à une catastrophe, en fait. C'est entendu, vous avez des élus autour de la table. Eh ben, merci beaucoup, transmettez bien. Et on est nombreux parmi les biologistes à se tenir à la disposition de l'État pour ça. Vous voyez, moi, par exemple, je suis membre du Conseil national de protection de la nature, qui est un conseil, j'y suis quasiment à titre, enfin, j'y suis à titre personnel, et puis j'y suis sur mon temps personnel en tant que bénévole. Donc, je me mets au service à peu près une trentaine de jours par an à titre bénévole. Faut arriver à le gérer d'ailleurs avec la famille, hein, parce que c'est pas si simple, mais du coup, je me mets à disposition de l'État pour le conseiller sur la biodiversité. Sur ce sujet énergétique, on veut même pas nous recevoir, en fait. Le même ministère qui gère le secrétariat du CNPN. C'est un peu dommage. C'est surtout que nous, ce qu'on aurait espéré, alors que maintenant, ça fait 1 an qu'on est dans cette crise du coronavirus, j'ai encore vécu des réunions sur la planification du développement éolien il y a moins d'1 mois,
Et en fait, tout était déjà joué. Ils savaient que ça allait se développer. Dans la démarche, le ministère était censé nous consulter. On n'a pas été consulté. Alors qu'ils savaient qu'il fallait qu'on le fasse, simplement parce qu'on allait leur mettre des restrictions, sachant que nous, on n'est qu'un conseil, on n'est pas force de décision. Ils savaient qu'on allait leur mettre des restrictions scientifiques qu'ils ne pourraient pas démonter, et donc ils ont d'abord fait leur planification et ils l'ont diffusée à l'Europe avant qu'on ait pu s'exprimer. C'est dommage. C'est dommage. Et je pense que la crise du coronavirus a bien montré qu'à partir du moment où certaines espèces vont mal, qu'on commence à perturber les cycles, eh ben, tout s'enchaîne. Et on peut plus rattraper on peut plus rattraper le problème, et ça peut toucher l'ensemble de la planète. Donc, faut vraiment pas dissocier les deux sujets. Alors, on a 3 questions. Michel Vibaud, Madame Gray et Madame Réan qui avaient levé la main également. Il faut mettre votre micro, Monsieur Vibaud, par contre. On vous entend pas. Micro. Voilà. En fait, vous avez répondu pour partie à une question que je voulais poser, mais en fait, j'ai envie de prolonger. Peut-être que j'ai envie de réagir en me demandant si finalement on n'a pas à développer, nous les hommes, un vieux comportement qui est de dire que finalement, si on est capable de créer l'économie, on sera capable de payer les péchés que nous créons. Alors, le péché étant très fort, mais il y a un peu ça. C'est-à-dire, finalement, moi, je me souviens, à une époque, il y avait un des patrons du MEDEF qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, créer une entreprise, c'est simple, c'est prendre des risques, gagner de l'argent, et après, avec l'argent, rembourser les risques qu'on a créés. Et il y a peut-être cette mentalité-là, c'est-à-dire qu'on pense que l'économie prime. Et c'est peut-être ça la difficulté que l'on a. C'est un peu contre-culturel, c'est de se dire finalement, Manon, ça marche plus tout à fait comme ça aujourd'hui. On s'aperçoit que le plafond de verre est un peu bas. Donc je ne sais pas, j'avais envie de réagir comme ça. J'ai quand même une question. Je me suis demandé si le chêne, finalement, quand il sent l'homme aujourd'hui, il développe des choses. Est-ce que quand il sent qu'il y a l'homme à proximité, il développe des huiles essentielles ou des choses ou pas, ou finalement il est totalement insensible à notre présence? Alors, je vous avoue que ça n'a pas du tout été documenté. D'accord. En tout cas, on ne le sait pas. Il n'y a pas vraiment d'études sur le sujet. Alors, on sait que il y a des végétaux qui parfois peuvent être un tout petit peu sensibles à l'homme, simplement parce qu'il y a des stimuli associés. Je vais vous citer juste un exemple. En fait, notamment, il y a des légumineuses sur lesquelles on réalise tout un tas d'expériences et qui développent comme des petites lianes pour s'appuyer. C'est le cas du petit pois. Le petit pois, il a une petite liane, et il y a des expériences qui ont été menées dans lesquelles l'homme interférait pour modifier un peu son environnement, et en fait, le petit pois réagissait. Mais ça, c'est spécifique à des espèces dont le développement permet une adaptation et une réaction presque en quelques heures seulement. Ce n'est pas le cas des autres espèces, et en particulier des arbres. Non, en fait, je pense simplement que l'arbre, lui, il est sensible à tous les stimuli de son environnement. Alors, le stimuli auquel il est le plus sensible et qui concerne l'homme, du coup, c'est tout ce qu'on relargue dans l'atmosphère. Et là, pour le coup, prenez le cas de l'année dernière. Pendant quelque temps, la baisse d'émissions de gaz carbonique dans l'air a probablement un petit peu modifié la sensibilité des arbres. Bon, cela dit, il y avait tellement de gaz carbonique encore dans l'air que ça n'a pas empêché les arbres de continuer à croître. Il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Mais cela dit, là, ça a pu effectivement perturber un petit peu leur manière d'appréhender les choses. Mais sinon, non, je ne pense pas. Et je voulais juste réagir aussi à ce que vous disiez juste avant. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'homme ne pourra jamais remplacer ce que la nature a mis des millions d'années à mettre en place. Ça, c'est une évidence. Et moi, je l'ai entendu, ce que vous me dites, je l'ai entendu aussi. Ah oui, oui. On a cru pendant longtemps qu'on serait capable. En fait, on ne l'est pas, de manière certaine, de manière évidente. Merci. Alors, une question de Madame Gray. Oui, bonjour, c'est une amie de Madame Gray. On est plusieurs derrière le micro. Merci pour votre intervention, c'est hyper passionnant. Je suis en train de lire votre bouquin, donc j'ai pas encore tout à fait tout vu, mais j'en suis au moment du roncier, tout ça, au tout début. Pendant les vacances, c'est vachement bien. Il va se passer plein de choses, vous allez voir. Ah oui, j'ai hâte d'y retourner.
Et en tout cas, je pense qu'il va rencontrer son public forcément. Ma question était un peu naïve aussi, c'est un peu dans la prolongation de ce que posait Michel. Le fait de tailler un arbre, par exemple, là, moi, je suis en ville. On a un super bel arbre, un beau érable du Japon, donc on lui fait une petite taille là. Est-ce qu'il réagit? Quel type de molécules en fait il va libérer? Et est-ce que ça peut avoir un impact, quel qu'il soit positif ou négatif, sur son écosystème proche, c'est-à-dire les petits radis à côté, les fleurs, enfin, voilà, le petit potager urbain? Bah, en fait, ce qui va se passer, la taille des arbres peut s'avérer nécessaire, notamment quand votre arbre peut présenter, pourquoi pas, un danger pour son environnement. Et notamment pour le public qui peut se trouver au pied de l'arbre. C'est le cas notamment des chênes dont je vous parlais, qui peuvent avoir des branches mortes sur des zones d'accueil du public. Ça peut être un peu gênant. Pour l'arbre en ville, du coup, ça peut poser un vrai problème et ça nécessite effectivement un entretien particulier. Pour autant, dans plein de cas, à partir du moment où vous allez tailler l'arbre, vous allez entraîner une meurtrissure possible qui, si votre taille n'est pas faite pour permettre à l'écorce et aux cellules de l'écorce d'entraîner un recouvrement, peut entraîner une fragilité sur l'arbre. Par exemple, en ce moment, alors beaucoup sur Rambouillet, mais pas que, je l'ai vu ailleurs. Je crois que ça existe aussi dans le secteur de Fontainebleau. Il y a une mode, c'est d'étêter vraiment les arbres, même sur des zones de gros diamètre. Par exemple, vous avez le tronc, et puis alors qu'il est encore à 30 cm de diamètre, ben là, vous l'étêtez. Clairement, il ne pourra jamais cicatriser, et là, vous créez des points d'entrée qui vont faire que, en fonction de l'espèce, au bout de 10, 20 ou 30 ans, votre arbre, par en haut, il va éclater. Donc, c'est le condamner à moyen terme. Mais par ailleurs, par rapport à votre question sur le jardin qui se trouve autour, en fait, ça va dépendre de ce que vous faites du bois. Moi, j'ai un potager aussi, j'ai quelques arbres autour de moi, il y a de temps en temps des branches qui meurent, etc. Alors, il y en a certaines, je vais avouer que je recycle pour ma cheminée. Et puis, il y en a d'autres que je laisse dans le jardin. Parce qu'en réalité, le bois mort dans le jardin, eh ben, il est utile, il a vraiment son utilité. Et je vais même vous dire, moi, je l'utilise pour protéger le potager face aux lapins qui peuvent venir un petit peu là-dedans. Du coup, il a la place d'aller sur la pelouse qui est à côté, du coup, il laisse mon potager tranquille. Et quelque part, il y a des oligo-éléments, il y a des minéraux qui sont relargués vers le sol, parce que mon bois, du coup, il se dégrade dans le potager, au cœur du potager, et du coup, l'ensemble du potager et de mes légumes en profitent. Et du coup, pour compléter, merci, il n'est pas en situation de stress quand il est taillé et donc il n'émet pas de molécules. Ah si, voilà. Bien sûr, il est obligatoirement en situation de stress, mais après, il ne s'est pas dit qu'il relargue les huiles essentielles ou les différentes molécules qui peuvent servir aux légumineuses ou aux plantes que vous avez mis dans votre jardin. Parce que la situation de stress est telle que lui, ce qui va compter, c'est de tenter de recouvrir la blessure. Et du coup, ce qui va être tenté, c'est d'émettre plutôt des molécules qui concernent le bois. Donc, des tanins spécifiques au bois, des renforts de lignine, de cellulose et d'hémicellulose qui vont permettre de recouvrir un petit peu la blessure. Et puis, pourquoi pas des alcaloïdes pour prévenir autour qu'il y a des attaques d'organismes saproxyliques, à savoir, là, dans le cas présent, la tronçonneuse, qui dégrade le bois, pour le coup, pour lui. Donc, ce n'est pas pour autant que ça peut être quelque chose qui va être utile aux végétaux que vous avez dans le potager. Une question de Madame Réan. Oui, bonsoir. Merci pour cette conférence passionnante. Moi, je m'interrogeais au niveau des hannetons. Je me demandais s'il n'y a pas d'autres prédateurs, chauves-souris ou autres, et notamment la pipistrelle, parce qu'on en a quand même pas mal dans le coin. Alors, le problème, alors déjà pour tous les... En fait, déjà, l'un des premiers problèmes pour le hanneton, c'est qu'il faut imaginer qu'il est essentiellement posé la journée et la nuit. Le seul moment où il est accessible pour un prédateur en vol, c'est vraiment à la tombée de la nuit. Donc, du coup, ce n'est pas tous les organismes qui peuvent en profiter. En plus, il est en haut dans les arbres. Donc, hormis parfois quelques carnivores, notamment le putois, mais pas que, semble-t-il, le putois, la martre,
sont capables, dans certains cas, de se focaliser sur quelques émergences de hannetons, juste au moment de l'émergence. Vous voyez, quand ils sortent du sol, qu'ils sont encore un petit peu lourds, et bien là, vous avez quelques carnivores qui se focalisent dessus. Donc, encore une fois, ça plaide d'ailleurs pour leur conservation, hein, ces espèces-là. Le renard, d'ailleurs, est aussi capable, le blaireau aussi. Mais après, une fois qu'ils sont en vol, les seuls organismes qui peuvent finalement les prédater, les chouettes un petit peu, les faucons, notamment le faucon obro, un petit peu, mais leur prélèvement est très faible face à une colonie noctule commune. Une colonie noctule commune peut héberger jusqu'à une centaine d'individus. Et ça, c'est pas négligeable. La pipistrelle, elle est beaucoup trop petite. C'est un gros morceau de sucre, une pipistrelle, c'est-à-dire que c'est même pas 2 fois la taille d'un hanneton. Donc du coup, la pipistrelle, elle n'est pas capable de manger quelque chose de plus gros qu'une petite mouche. Voilà. Donc en fait, les prédateurs du hanneton, on n'en a pas tant que ça. Et d'ailleurs, je reviendrai juste sur un épisode historique. Je vous disais tout à l'heure que les forestiers avaient l'habitude de planter des pommes de terre pour limiter justement les effets du hanneton sur les racines. Probablement qu'on était dans une période de l'histoire, au moment où on était à la phase la plus basse, parce que c'était au 19e cette histoire-là, c'était 18e, 19e, on était à la période la plus basse de surface forestière en France. Il y avait très peu de forêts. Or, la noctule commune gîte principalement dans les arbres, dans des grands arbres, dans des gros arbres. Donc, nos populations de noctules communes, à l'époque, probablement qu'elles étaient relativement faibles. Et que du coup, elles n'avaient pas cette capacité de régulation de l'insecte à l'époque ravageur qui était le hanneton. Donc, il faut qu'on replante des pommes de terre en forêt. Eh bien, il faudrait peut-être l'envisager. Pourquoi pas? Mais par contre, je m'interrogeais aussi au niveau de l'ONF, au niveau de la tension entre la protection de la biodiversité et l'exploitation des arbres. Et moi, il y a quelque chose qui m'interroge toujours, c'est que l'ONF dépend du ministère de l'Agriculture. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je me dis que c'est un ministère qui est quand même un peu orienté sur un des volets de l'ONF et pas sur l'autre. Et que c'est peut-être pas très équilibré tout ça. Ouais, alors je vais pas totalement répondre à votre question, si ce n'est sur le fait que il y a eu un événement majeur à l'ONF qui a été très marquant, qui a été la tempête de 99. Ça a marqué d'ailleurs tous les forestiers, pas que, l'ensemble de la population. Mais ça a entraîné pour l'ONF une prise de conscience sur le fait que, vous voyez tout ce que je vous ai raconté là, sur le fait que tout ça, ce soit un monde d'interaction, qui ait des interdépendances compliquées. Et donc, justement, les forêts françaises ont été soumises à ce moment-là à une difficulté économique qui faisait qu'avant, on pouvait se permettre d'avoir une gestion forestière de riches avec des tests, avec énormément de plantations, etc. Après, on ne le pouvait plus. Et donc, on s'est de plus en plus rapproché de ce que la nature pouvait nous offrir finalement. Et donc, la quantité de réserves biologiques a augmenté. Alors, peut-être que vous le verrez en forêt de Fontainebleau, on a de plus en plus d'arbres avec un signe particulier, c'est un triangle de couleur orange, pointe en bas. Ça, ce sont des arbres qu'on maintient pour la biodiversité, au cœur des parcelles de production. Et en fait, aujourd'hui, à l'ONF, on sait, et on s'est bien rendu compte, qu'il fallait qu'on laisse des arbres, entre guillemets, qu'on sacrifie économiquement au profit de la biodiversité, parce que si on est capable de maintenir des arbres, par exemple, avec des murins de Bechstein dedans, cette chauve-souris qui mange les tordeuses vertes du chêne, eh ben, sans qu'on ait besoin d'émettre de pesticides ou quoi que ce soit, la nature, elle fait le boulot pour nous. Donc, on est vraiment entré dans cette dynamique-là, ce qui fait que, oui, c'est vrai, l'ONF continue à gérer ses forêts avec, dans son modèle économique, des coupes de bois. En même temps, si vous coupez du bois qui vous sert après à faire de l'ameublement, à faire de la construction, à fixer le carbone, ce n'est pas forcément un problème en soi. En tout cas, on a un besoin en bois qui est réel. Par contre, ce qui compte, c'est qu'on s'assure que notre gestion n'impacte pas les espèces qui utilisent la forêt. Je finirai juste par un exemple. Là, en ce moment, on a lancé dans mon équipe une étude en forêt de Troncé, c'est dans l'Allier, un peu au sud de Bourges, vraiment dans le centre de la France. C'est une très très belle forêt avec des grands chênes. Une étude justement sur le murin de Bechstein et sa relation avec l'exploitation du bois.
L'objectif de l'étude, c'est de savoir si oui ou non, à un moment donné, l'exploitation du bois n'entraîne pas la disparition de l'espèce. Mais en fait, ce qu'on est en train de documenter, c'est deux choses. La première, c'est que dans certains cas, effectivement, il y a des colonies qui disparaissent quand on dépasse un certain niveau d'exploitation du bois. Ça, on est en train de le documenter. Ça va nous amener à l'avenir à être plus précautionneux vis-à-vis de ces colonies-là et vis-à-vis de ces stades qu'il ne faut pas dépasser, au-delà desquels on perd des espèces. Mais par ailleurs, on montre aussi l'apparition de nouvelles espèces sur des sites qui avaient été rajeunis dans les années 1950 et qui aujourd'hui commencent à vieillir, à devenir de la jeune futée, donc avec des arbres de 30, 35, 40 cm de diamètre, dans lesquels on voit des cavités apparaître. Donc il y a une sorte d'équilibre qui s'opère. Et puis la deuxième chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'au fur et à mesure, on découvre plein d'arbres. Une colonie de murin de Bechstein, en fait, dans une année, ça va peut-être vous étonner, mais elle change de gîte très souvent parce qu'elle ne veut pas être repérée par les prédateurs, ni créer une sorte de nid à parasites au sein des loges de pics. Et donc, ça change souvent de gîte. Une colonie de 200 individus de murin de Bechstein utilise plus de 300 cavités différentes dans une même année. Donc, 300 arbres différents. Et bien, en réalité, en forêt de Troncé, qui est l'une des plus grosses forêts de production de France, on les a. On les a, en fait, ces gîtes. On les a, ces cavités, parce que les arbres sont relativement vieux. Tant qu'on assure un turnover, ils existent. Et dans l'eau, donc en fait, tous les arbres en question dans le cadre de l'étude, ils ont été marqués et identifiés avec un numéro. Et avec le service local, ils se sont engagés à n'en couper aucun. Mais en fait, les arbres, ils vivent leur vie et on en a déjà perdu plusieurs, non pas à cause de l'exploitation, mais à cause du vent, à cause de la mort de l'un d'eux, et puis à un moment, il est tombé. En fait, la forêt, c'est quelque chose de dynamique. Donc, de temps en temps, il y a des arbres qui apparaissent, il y a des arbres qui disparaissent. Ce qu'il faut, c'est simplement s'assurer que dans les arbres qui disparaissent par l'exploitation du bois, on assure bien la continuité dans le temps et dans l'espace des différents habitats qui sont nécessaires à la bonne santé de la forêt et à sa biodiversité. Je ne dis pas que c'est simple, hein, mais en tout cas, on y travaille et la gestion de l'ONF évolue vraiment en ce sens-là depuis quelques années. Oui, je sais pas, moi, je vois beaucoup de coupes quand même en forêt de Fontainebleau en ce moment. Disons que ça tombe toujours un petit peu aux mêmes périodes, quoi. Et puis, vous savez, alors vous verrez peut-être en lisant le livre, mais tout ce qui se passe aujourd'hui dans les parcelles forestières sont le fruit d'une histoire forestière. Je vais vous citer juste un exemple. Alors, je vais déflorer un peu le sujet pour les personnes qui n'ont pas encore lu le livre ou qui sont au tout début, mais à un moment, vous allez voir apparaître dans l'histoire du pin sylvestre. Et le pin sylvestre, il est issu de quoi à l'époque? Il est issu de deux événements majeurs, importants, qu'on a tous les deux oubliés. On en connaît d'autres, des événements qui justifient le fait qu'il y ait du pin dans nos forêts, mais on en oublie deux essentiels. Le premier, c'est que beaucoup des forêts de pin ont été plantées suite à d'énormes incendies au XIXe siècle qui ont été tellement forts que même l'humus a brûlé. Sans humus, un chêne, il ne peut pas pousser. Il faut recréer de l'humus, il faut recréer de la matière végétale qui va se décomposer. Et donc, il y a des forestiers au XIXe siècle qui se sont dit, plantons du pin, il peut se contenter de rien. Et comme ça, lui, il va recréer un humus qui sera propice et utile pour qu'ensuite on replante du pin, enfin qu'on replante, pardon, des feuillus derrière. Sauf qu'au moment où les pins sont arrivés à maturité, on était au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et juste après la Seconde Guerre mondiale, suite à la déroute de l'armée française, il y a eu plein de raisons pour expliquer cette déroute de l'armée française, mais il y en avait une notamment, c'était la communication. Et en fait, on n'arrivait pas à communiquer. Et la consigne de l'État à l'époque, et là, ça fait rebondir par rapport à la question de la dépendance de l'ONF au ministère de l'Agriculture, la consigne qui avait été donnée par l'État à l'époque, c'est « il nous faut du poteau téléphonique ». Et le poteau téléphonique, c'était quoi? C'était du pain. Donc en fait, tous les vieux pins qu'on a aujourd'hui et qu'on exploite, qui sont adultes aujourd'hui, ils sont issus de cette politique-là, en fait. Ils ont 70 ans aujourd'hui, ils sont en passe de devenir adultes, et rien ne dit qu'on continuera d'ailleurs à maintenir des pins derrière, mais en tout cas, c'est une réalité. Pour vous donner un chiffre, on avait 65% de nos forêts qui étaient feuillues à la fin des années 90, avant la tempête de 99. Aujourd'hui, on est à 68%. Ce qui veut dire que la surface en pin, le pourcentage de pin ou de résineux dans les forêts gérées par l'ONF, dans les forêts publiques, a baissé de 3 points au niveau national. Alors après, voilà, en fonction de l'endroit où vous habitez, effectivement, vous voyez des coupes et tout.
Moi, je vous avoue que j'ai eu très peur, hein, moi-même. En fait, la zone de présence de Quercus a été martelée il y a 2 ans. Je suis arrivé au début de la parcelle avant d'aller sur Quercus un matin, et là, je vois des points rouges partout. Oh là là, les collègues avaient martelé. Et là, je peux vous expliquer que j'ai eu une suée. J'avais vraiment la trouille qui m'est martelé Quercus. Et puis en arrivant dessus, eh ben non, c'est bon, il me l'avait maintenu. C'est un martelage parfait. Merci beaucoup. On approche tout doucement des horaires qu'on s'était un petit peu fixés. On va prendre une dernière question. Monsieur, 2 questions alors. Monsieur Hamelin, Madame Hamelin, je ne sais pas. Et Monsieur Vibo, voilà, pour conclure. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Très bien. Bonsoir, donc c'est Madame Hamelin. Ma question, c'est un constat en fait. Le problème de la pollution plastique qui borde nos forêts et surtout à Fontainebleau, quand vous êtes sur la route, vous avez des 2 côtés une immense quantité de plastique et de déchets qui avancent pour 3-5 mètres dans la forêt. Et on voit bien que ça a été, quand on commence à regarder de près, on voit bien que c'est mangé. Les animaux, je ne sais pas lesquels, mais je suppose que tout, quand ils broutent, ils doivent manger ça. Et ma question, c'est seulement comment lutter contre ce problème-là, qui est de plus en plus présent du fait que le plastique ne se décompose pas. Et donc, ça augmente avec chaque jour, la quantité. Ouais, je sais pas si moi je peux vous répondre. C'est vrai que c'est un constat qui est vraiment malheureux, qui, je trouve, s'amplifie année après année. Nous, à l'ONF, d'ailleurs, je sais que sur Fontainebleau, vous avez un travail en commun avec mes collègues de l'ONF, justement pour lutter contre ça. Il y a des systèmes, des dispositifs qui visent déjà à lutter contre les dépôts sauvages, et puis après contre le plastique, effectivement, c'est présent de plus en plus sur le côté. C'est pas sans impact. Voilà, on peut malheureusement en faire que le constat malheureux et dire que inviter comment dire, peut-être à une prise de conscience et une forme d'éducation à l'environnement à augmenter, notamment vis-à-vis des écoles, parce que je pense qu'à partir du moment où les élèves sont convaincus et après voient leurs parents faire, ils sont susceptibles de répondre et de réagir auprès des parents pour faire changer les mentalités tranquilles. Bon, merci. Une dernière question avec Monsieur Flynn, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Merci Monsieur Tillon pour cette conférence absolument passionnante. J'avais une question concrète qui nous concerne tous puisqu'elle se rapporte à notre démarche. Quelles seraient selon vous les mesures, on va dire, les plus utiles et urgentes qu'une ville comme Fontainebleau pourrait mettre en place pour protéger ou à tout le moins favoriser la biodiversité, notamment en ville, sur son territoire? Alors c'est une bonne question. Je crains de ne pas suffisamment bien connaître quand même la ville de Fontainebleau pour bien vous répondre. Mais pour moi, il y a quand même 2 ou 3 mesures. La première mesure, comme je vous disais, je vous parlais d'éducation à l'environnement, il faudrait qu'absolument toutes les classes bénéficient de plusieurs heures et de prise de conscience sur le sujet. Tout à l'heure, la précédente question parlait du plastique sur les bords de route. À la limite, y emmener les classes pour ramasser un peu et que toutes les classes y passent pour ramasser les déchets sur le bord de route, c'est un moyen de faire prendre conscience aux enfants de l'enjeu environnemental de manière globale. La deuxième mesure, je pense, que vous pouvez mettre en place, c'est d'être attentif à tout ce qui est relatif à ce qu'on appelle la trame noire. Parce que dans toutes les pollutions auxquelles on pense, il y a notamment une pollution qui est importante, qui est la pollution lumineuse, et qui a un impact très très fort sur l'ensemble de la biodiversité, de la faune. Alors il faut savoir par exemple que la production photosynthétique des arbres est perturbée à proximité des villes. Il faut savoir aussi que la dispersion et la distribution des espèces est fortement perturbée quand les bordures de villes sont éclairées. Et c'est vrai que là aussi, c'est une mesure qui peut être importante, en tout cas, de travailler au profit de ce qu'on appelle la trame noire, c'est-à-dire
des moments et des secteurs sans lumière pour permettre à la faune sauvage de pouvoir s'exprimer. Et puis après, vous savez, toutes les communes, toutes les villes, à un moment, ont une action, quelle qu'elle soit, parce que vous avez des commerces, parce que vos habitants consomment d'une manière ou d'une autre. Je pense que l'une des grosses actions environnementales à avoir, c'est de réviser la manière dont les gens peuvent consommer. Alors, quand je dis ça, ça veut dire à la fois au niveau énergétique, c'est bien sûr avoir une réflexion. Vous voyez tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur l'éolien, je pense que ça peut faire réagir. Ça peut faire réagir aussi vis-à-vis de toutes les ENR en général, les panneaux photovoltaïques aussi. Clairement, avoir des espaces, par exemple, vous avez des espaces de parking, et bien à la limite, que ce soit au-dessus de ces parkings qu'on développe du photovoltaïque, ça c'est intelligent puisque de toute façon, les sites sont déjà imperméabilisés. Aujourd'hui, on en vient à voir se développer, pour une question d'équirépartition nationale de l'énergie, des parcs photovoltaïques en projet dans des forêts, des parcs photovoltaïques de 1000 hectares, d'un seul tenant. C'est une catastrophe écologique, en fait, c'est un contresens écologique. Or, pour le coup, tous les toits sont imperméabilisés, les parkings sont imperméabilisés. En plus, avec les grosses chaleurs qu'on a en été, en période caniculaire, à la limite de couvrir les parkings, c'est un moyen de protéger un petit peu en même temps les véhicules qui sont en dessous et ces parkings. Donc, pourquoi pas, ça peut être une solution. Et quand je parlais de consommer, il y a aussi un autre moyen, c'est de développer j'allais dire, des centrales d'achat. Alors, le terme me manque là, mais en fait, c'est, par exemple, se développent aujourd'hui des systèmes qui permettent le développement autour de certaines villes, de certaines grandes villes, notamment d'une agriculture biologique ou d'une agriculture raisonnée, qui limite l'utilisation d'intrants et de pesticides dont l'impact sur notre environnement est considérable. Et ça aussi, c'est un moyen, vous voyez, en développant des dispositifs qui permettent de soutenir l'agriculture paysanne, l'agriculture biologique à proximité, c'est un moyen de protéger l'environnement de votre forêt de Fontainebleau, déjà, parce que quand vous avez en bordure de forêt des intrants agricoles, des insecticides, inévitablement, les insectes qui sont dans la forêt, ils en payent un lourd tribut. Les fongicides, les champignons, la forêt qui est à côté, elle en paye un lourd tribut aussi. Et puis, on sait à quel point ça émet du carbone dans l'atmosphère, tout ça. Donc, si on peut le limiter et que vous pouvez avoir une action en faveur de ce système-là, c'est quelque chose qui peut être très positif. Et puis, je serais presque tenté de vous dire, vous voyez, à la limite, de proposer à tous les élèves, par exemple des collèges ou des primaires, de faire une sorte de petit potager en classe, ou en tout cas de faire des semis de courgettes, des semis de tomates et autres, et ils les emmènent chez eux. S'ils sont sur un balcon, des tomates cerises sur un balcon, ça tient. Et puis, qui pourrait être alimenté par un compost collectif que vous pourriez développer au niveau de la commune. On serait sur un système qui se recyclerait, qui permettrait aux enfants et aux familles de voir que, avec un petit peu de travail, les végétaux poussent et peuvent nous nourrir. Je pense que c'est le moyen d'impulser une prise de conscience sur le fait qu'il y a des cycles écologiques, sur le fait que la Terre, ça s'entretient, que ça se préserve, qu'il faut que ce soit vivant. Et en fait, ces dispositifs-là, c'est des dispositifs qui garantissent en plus une image positive autour de notre manière de consommer et puis de percevoir notre environnement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'environnement ne devient pas une contrainte, mais devient plutôt une solution. En fait, il faut inverser la manière de percevoir la question environnementale. Pour l'instant, elle est perçue comme on va vous limiter. On va vous limiter dans vos kilomètres, on va vous limiter en mettant une taxe carbone, etc. C'est une manière négative de voir les choses. On peut aussi prendre les choses à l'inverse et au contraire en faire plutôt quelque chose de positif. Merci. J'ai l'impression que vous nous proposez finalement en alternative au fait de limiter, vous nous proposez pour que ça aille mieux d'imiter la nature. Mais complètement. Dans un cycle vertueux. Ouais, c'est ça. J'ai presque l'impression, parce que je me souviens d'un film
un livre d'ailleurs qui était écrit par un Anglais qui avait inventé que les baleines étaient les êtres les plus intelligents et les plus sages de la planète. Finalement, c'est le chêne. J'ai découvert que c'était le chêne. Ah, il a développé une forme d'intelligence qui le rend durable. Voilà. Oui, absolument. Un immense merci, Laurent. Je vous en prie. Un immense merci, effectivement. Le temps touche de ce temps très inspirant, touche à sa fin. Il nous reste à vous remercier infiniment pour ce propos généreux et cette belle invitation à poursuivre parmi vos lignes. Voilà, il y a quelques applaudissements qui apparaissent dans la conversation. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous retrouver un jour du côté de Fontainebleau. Je pense que Judith et Thibaut se joindront à moi pour dire la prochaine fois que vous venez, on espère qu'on aura un espace d'accueil physique et que vous pourrez venir un tout petit peu nous reparler de tout ça. Eh ben, je vais vous dire, dès que l'opportunité se présente, il ne faut pas hésiter à me réinviter. Je viendrai avec grand plaisir, ce qui me permettra en plus, de revisiter votre belle forêt et puis votre belle ville. Ouais. Ça fait quelques temps qu'en famille, on a envie de visiter notamment le château de Fontainebleau, mais pas que, aussi le centre-ville que j'apprécie beaucoup. Bon, ben là, c'est une occasion qui m'en sera donnée, ce sera avec grand plaisir. Bah, puisque vous nous invitez à vous harceler, alors rendez-vous est pris. Bah, attendez qu'on m'autorise à aller à plus de 10 km de chez moi, hein, quand même. Et merci Françoise d'avoir rendu ça possible également. Un immense merci Françoise. Merci Françoise, effectivement, tout à fait, merci beaucoup. Eh ben, nous vous souhaitons une belle soirée à tous. Très belle soirée. À une prochaine, il y a encore beaucoup de conférences programmées. Merci, au revoir, Madame Bernard, au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir.